dans cette salle qui est la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous trouvez probablement un endroit assez original et exotique pour parler de la propriété des données personnelles, mais en réalité c'est assez logique de traiter ce sujet ici, dans la Cour de cassation, parce que nous sommes dans la cour les chambres sont juste à côté. Pourquoi ? Parce que le cœur du sujet, c'est, je crois, celui de savoir si les données personnelles doivent être ou non dans le commerce. Or, dans le Code civil, il y avait un texte qui disposait qu'on ne pouvait pas faire de convention sur les choses hors du commerce. Et le texte ne donnait aucune liste des choses qui étaient dans le commerce et des choses qui étaient hors du commerce. Conformément à la pratique, conformément au style du Code civil, défini par Portalis dans son discours préliminaire, c'était de grandes maximes générales, et on laissait ensuite le juge, au cas par cas, définir ces maximes, préciser le sens de ces maximes, et chose par chose, ou plutôt catégorie de choses par catégorie de choses, dire si c'était une catégorie qui était dans le commerce ou une catégorie qui était hors du commerce. Donc, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui a défini cette catégorie, ces catégories, dans le commerce, hors du commerce, et débattre sur la question de savoir si les données doivent être ou non dans le commerce, c'est un lieu, à mon avis, particulièrement adéquat pour le faire. Ceci étant dit, la Cour de cassation et la jurisprudence de la Cour de cassation ne sont pas la seule et unique source du droit, heureusement d'ailleurs. Il y a aussi une autre source fondamentale qui est la loi. Il est très possible que ce sujet, un jour, le législateur s'en empare, qu'une loi soit votée pour définir la façon dont les données personnelles doivent être régies, éventuellement patrimonialisées. Mais si le législateur ne se saisit pas de ce sujet, on ne peut pas exclure qu'un jour, un pourvoi en cassation, soumis à la Cour de cassation, soulève la question, et que la question soit tranchée d'abord par le juge, d'abord par la Cour de cassation, et pas par le législateur. L'expérience prouve que lorsque le législateur laisse en jachère un certain nombre de sujets, parce qu'il les trouve délicats, et il ne veut pas s'en mêler, il ne sait pas trop quoi faire, ces sujets finissent tôt ou tard par remonter vers la juridiction suprême, Conseil d'État ou Cour de cassation, et tôt ou tard, c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui sont amenés à se prononcer sur ces derniers. Voilà, donc je vous souhaite bienvenue à tous dans la bibliothèque de l'Ordre, et je cède ma place au maître de débat, au Ruggieri, qui va les conduire admirablement. Merci beaucoup, Louis. Bonsoir à tous, bienvenue. On commence presque à l'heure. Donc, cette conférence est organisée par l'Ordre des avocats au Conseil et Galatea. L'Ordre, vous le connaissez déjà, je ne me présente plus. Pour les avocats présents dans la salle, la formation, enfin cette conférence compte pour votre formation continue. Et ensuite, vous émargez juste de l'antichambre. Deux mots sur Galatea. Galatea, c'est un réseau de réflexion sur l'intelligence artificielle et le droit, créé en octobre, qui a pour but de réfléchir vraiment tous les aspects de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA, elle se développe de manière fulgurante, notamment grâce à la quantité de plus en plus croissante de données à disposition. C'est pour ça qu'on souhaitait traiter du sujet spécifique de la donnée personnelle aujourd'hui et qu'on souhaitait le faire d'une manière un peu différente, aborder une idée un peu nouvelle qui est traitée en ce moment. Est-ce qu'il faut vendre nos données et donc est-ce qu'il faut les vendre aux GAFAM spécifiquement et donc pour cela, est-ce qu'il faut développer un droit de patrimonialité sur ces données? Donc pour traiter cette question, on a un panel très prestigieux et je vous remercie d'avoir répondu présent. Gaspard Koenig, philosophe et directeur général ou président exactement, du think tank Génération Libre qui promeut cette idée. Isabelle Landreau, avocate à la Cour d'appel de Paris, qui a rédigé la partie juridique du rapport publié par Génération Libre. Jean Lessy, secrétaire général de la CNIL, Valérie-Laure Benabou, professeure de droit, et Emmanuel Trichet, avocate dans cette maison. Et donc on avait prévu de commencer cette conférence par des interventions très ponctuelles de 2 minutes chrono. J'ai demandé à chacun des intervenants si eux, personnellement, souhaitent vendre leurs données personnelles. Je vais commencer par vous, Jean Lessy. Je réponds en tant que citoyen consommateur ou en tant que secrétaire général de la CNIL? Les deux. Bon, Une minute il n'y a pas de par- contradiction, ça tombe bien. Non, à titre personnel, je ne les vendrai pas, même si je vous remercie pour premier de doute pour l'organisation de ce débat et je remercie le maître des lieux de nous accueillir.
Non, je ne les vendrai pas, on y reviendra, je pense, plus en détail, parce que vendre ces données, c'est vendre une partie de l'identité. Donc après, est-ce qu'on est hors commerce? On peut pas avoir de réponse simple là-dessus, parce qu'il y a un commerce autour des données d'exploitation qu'il faut reconnaître. Donc c'est évident. Maintenant, de là à les vendre, donc à les céder de manière plus ou moins irrévocable, on y reviendra, céder par données d'identité, ça non. Ensuite, les céder à la limite, pourquoi pas, mais il faut que ça vaille le coup. Est-ce que... Pardon, vous n'allez pas vous entendre. Est-ce que ça vaut le coup? Je crois pas. Je crois que je les vendrais pas cher, alors soit c'est parce que mes données ne valent pas grand-chose, ce qui est vexant, soit c'est parce qu'il y a une réalité économique sous-jacente, c'est-à-dire que les données d'un individu ne valent pas grand-chose. Dans tous les cas, je ne le ferai pas. Voilà. Et puis après, on y reviendra, vendre mes données, mais lesquelles? Qu'est-ce qu'il faut vendre? Les données que je produis, les données qu'un tiers va faire sur moi, éventuellement sans que je le sache, les données des tiers que j'embarque dans les miennes, etc. Donc, au tout début, il y a même la question, mais lesquelles? Lesquelles vendre? Je ne sais pas. Donc, je suis un peu désorienté par votre question. Donc, il y a quelques planches de salut, on y reviendra. Ça fait ma fenêtre liberté, RGPD, d'autres choses comme ça. Mais donc, la réponse par prudence aussi, par conviction, c'est plutôt non. Alors, du coup, j'ai demandé à Gaspard Fleming de plancher. Je crois que la question ne se pose pas, c'est une question hypothétique, puisque nous vendons nos données. Nous vendons nos données contre zéro. Nous sommes rémunérés zéro pour toutes les données que nous vendons et qui sont revendues par les plateformes auxquelles vous les cédez. Et donc, dans tout ce débat sur est-ce que les données sont-elles un objet de commerce, c'est quand même un élément un peu fantaisiste, puisqu'elles sont de facto objets de commerce, et que si vous considérez sérieusement que les données personnelles ne doivent pas être objets de commerce, alors il faut faire fermer Facebook. Il faut faire fermer Google. Est-ce qui porterait une atteinte à ce droit fondamental? La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais pouvoir vendre mes données pour ne pas les vendre. J'aimerais en avoir la propriété. En avoir la propriété, ça ne veut pas toujours dire les vendre. Ça veut dire avoir le choix d'être dans le marché ou être hors du marché. Quand vous possédez une maison, personne ne vous force à la vendre. Et même la seule institution qui vous permet de ne pas vendre, de ne pas être forcé à vendre une maison, quand bien même elle aurait une valeur gigantesque et que les promoteurs immobiliers vous mettraient la pression, c'est la garantie que nous offre le droit de propriété, qui n'est pas seulement le fructus, mais qui est aussi, le juriste peut l'apprendre, vous allez sans doute me contredire d'ailleurs, l'usus et l'abusus. Le droit à l'oubli, c'est l'abusus. L'usus, c'est la possibilité de pouvoir les céder ou non, gratuitement ou non, selon des conditions contractuelles, par nous définies, qui nous conviennent et qui nous satisfont. Donc, nos données sont déjà vendues, et c'est là qu'est le scandale. Et deuxièmement, il faut pouvoir les vendre pour ne pas les vendre, si on n'en a pas envie, et éventuellement payer en échange. Parce que si on ne les vend pas et qu'on souhaite accéder aux services qui sont gratuits aujourd'hui, alors il est normal que ce soit de l'autre côté, nous, qui payons le coût de l'externalité que nous produisons pour ce service. Emmanuel Fléché, est-ce que vous souhaitez vendre vos données? Alors, supposer que ce soit possible, de vendre ces données, je dois reconnaître que pour ma part, j'ai plutôt de la réticence à l'idée de détenir mes données. Pourquoi on verra sûrement, c'est très protéiforme sur le thème des données personnelles, il y a des choses extrêmement variables, il y a des choses non pas anodines, mais disons relativement neutres, et puis il y a des choses qui sont plus impliquantes, des choses qui sont révélatrices d'une individualité personnelle, sociale, c'est des choses qui nous singularisent. Si on les vend, on transfère la propriété, ça veut dire qu'on abandonne de façon irréversible tout contrôle sur ce que je considère être quand même le prolongement de mon identité sous certains aspects. Donc, et non seulement je m'en défais de manière irréversible, mais j'autorise un tiers, le cessionnaire, à exercer toutes les prérogatives qu'il entend sur ce prolongement de mon individualité, notamment à modifier son intégrité, à les diffuser le contrôle m'échappe totalement. Donc, pour cette raison, j'ai du mal à désincarner la donnée personnelle et c'est pour cette raison que je suis un peu... j'ai plutôt de la réticence. Maintenant, je reconnais bien volontiers que ces données ont une valeur, que le droit ne peut pas l'ignorer, mais ça existe. Effectivement, comme vous le soulignez, ces données sont vendues sans vraiment, alors soit pour zéro, soit pour autre chose, mais sans nous dire, en fait, c'est la donnée qu'on vend et on nous fait croire qu'on nous vend autre chose. Donc ça, c'est un débat qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il y a d'autres moyens juridiques, notamment avec la patrimonialisation des droits de la personnalité. Je pense qu'il y a d'autres moyens juridiques
de pouvoir effectivement vendre ces données, mais les vendre en consentement assez éclairé et en conservant un contrôle sur leur devenir et leur intégrité. Je vais passer à Isabelle Landreau. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres. La donnée est uniforme, c'est-à-dire que la donnée personnelle, c'est la donnée statique, donc c'est vrai qu'il y a une identité puisqu'il y a un nom et un prénom, mais c'est aussi la donnée de navigation, de connexion. Donc là, où est l'identité? C'est lié à une machine avec l'heure de connexion, son temps, sa durée, et on peut changer de machine, et derrière la machine, d'où le cas d'usurpation d'identité, il y a d'autres utilisateurs. Donc il faut en effet définir ce que c'est que vraiment la donnée personnelle, et ce n'est pas que la vente. L'idée, c'est qu'on puisse les louer, qu'il y a d'autres contrats, le contrat de licence, il y a d'autres possibilités qui nous permettent justement d'avoir un contrôle sur cette donnée. Et ce contrôle, il est déjà entamé par le RGPD, et on y reviendra bien sûr, mais donc nous, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on veut donner un vrai droit de propriété, et ce droit de propriété, c'est dans quel but? C'est dans le but de rééquilibrer ce système complètement déséquilibré où on cède, on ne sait pas à qui, et on ne sait pas à des tiers, puisque vous avez vu le scandale de Cambridge Analytica, une donnée a été cédée à des tiers de Facebook, qui sont des partenaires, et Facebook a plus de 60 partenaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le droit de propriété, qui est un droit séculaire, qui est vraiment ancré dans le Code civil, pour protéger le citoyen dans l'exercice de la jouissance et de la possession et de la propriété de ces données. Et enfin, Valérie Laure, est-ce que vous souhaitez vendre vos données? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, et moi j'ai un doute sur le fait de pouvoir vendre des choses qui sont non rivales. Et ce doute, je le partage avec le Petit Prince. Et c'est le Petit Prince et le businessman, vous connaissez tous le Petit Prince et le businessman. Dans mes 2 minutes, parce qu'il y a les choses essentielles du raisonnement dans ce petit dialogue. Alors le businessman est en train de compter, et puis le Petit Prince lui dit « Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Moi, j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le Petit Prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posait encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi car j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne, avant, n'a songé à les posséder. Ah, ça c'est vrai, dit le Petit Prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le Petit Prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris un petit papier, sur un petit papier, le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme ce papier-là à clé dans mon tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant. Pour ça, le Petit Prince est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le Petit Prince avait, sur les choses sérieuses, des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans. Et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Voilà. Vous avez compris la différence entre régner sur et posséder. La différence entre jouir de quelque chose, pouvoir les maîtriser et les compter, et juste en être, comptable, et puis la question de l'utilité de cette propriété. C'est mes 3 questions autour de votre question. Vous répondez à ma question par une question. Ouais. Mais... Ça s'appelle du PIB. Est-ce que je peux juste vous demander mes papiers? Ah pardon, c'est ça que je vous prenais pas tout à l'heure. Exactement. Alors, vous avez quand même tous tourné autour d'une question qui était la première en plus que je voulais vous poser, qui est qu'est-ce qu'on désigne par la donnée? Avant même d'avoir un droit de propriété sur quelque chose, il faut quand même le comprendre. Et
qu'est-ce qu'une donnée personnelle aujourd'hui et surtout quel est son statut. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on l'évoquait tout à l'heure, hors du commerce, une chose qui appartient à personne comme des étoiles? Est-ce qu'on peut vraiment qualifier juridiquement la donnée aujourd'hui en droit de la patrimonialité? Alors, je ne sais pas qui voudrait éventuellement se saisir de la question en premier, sinon je vais désigner quelqu'un si personne. Alors j'enchaîne. Comme tout le monde l'a dit, il y a une vraie ambiguïté et ubiquité du terme donnée. Et d'abord, la donnée, la data, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais ce qui est une donnée, est-ce que c'est quelque chose qui est donné? Est-ce que c'est quelque chose qui est reçu? Mais surtout, la question aussi de ce que c'est que les données à caractère personnel. Parce que ces dernières années, il y a eu une extension du domaine de la donnée personnelle qui fait que ce sentiment d'identité, d'identification, de personnalisation dont on évoquait tout à l'heure, c'est singulièrement dilué à mesure que finalement entrent dans le périmètre de ces données à caractère personnel des informations de nature technique, de navigation qu'on peut néanmoins rattacher à un appareil dont on a eu l'usage, qui pose effectivement la question de cette bien fondée de cette qualification et de son caractère extensif. Mais au-delà de ça, et j'entends bien, évidemment, il y a une valeur d'échange, et je comprends très bien cette idée que pourquoi serions-nous, les dindons de la force, les seuls qui ne bénéficient pas, qui ne soient pas dans la chaîne de valeur et qui n'ayons pas de rétribution à raison de l'exploitation des données. Alors, des données lesquelles? Les données qui nous singularisent, les données que nous produisons. Est-ce qu'il faut pour cela qu'on ait fourni un travail, toute cette théorie de la donnée en tant que nouveau labor? Est-ce que c'est simplement parce que j'exsude de l'information que je dois pouvoir avoir une rémunération à l'issue de l'exploitation qui est faite par de la donnée par les tiers? En réalité, la donnée qui est exploitée est-elle celle qui émane de moi ou est-elle celle qui est traitée par la personne qui l'utilise? Donc on voit bien qu'en réalité, ce caractère ubiquitaire de la donnée, encore une fois, cet élément non rival, quelque chose qui est non rival, est-il susceptible d'une propriété exclusive au sens où nous la connaissons dans l'article 544, dans la mesure où vous connaissez tous ma couleur de cheveux, elle m'appartient, mais nous la partageons pour le moment, et il m'est très difficile de considérer que c'est une information qui m'appartient puisque nous la partageons comme nous partageons un certain nombre de choses. Donc il y a là ici quelque chose de très complexe qui est lié au caractère protéiforme de la donnée, et je serais très, très prétentieuse si en quelques secondes je voulais essayer de résumer davantage et de donner une définition de la donnée. Pour rebondir, c'est vrai, alors, pour paraphraser un peu Jean Ribeiro dans son article sur un droit subjectif, il faut qu'il y ait un objet, donc un périmètre. On arrive à périmétrer, et c'est vrai que moi non plus, je n'ai pas de réponse très, très affirmative ou définitive, mais on voit qu'on a du mal à périmétrer le bien qu'est la donnée, et donc après à lui rattacher un droit, le petit droit de propriété. Les données personnelles, en effet, il y a celles qu'on n'a même pas choisies. Mon nom et mon prénom, je disais, celles que je choisis sont des données personnelles. Et les données que je produis. Il y a les données qu'on peut produire sur moi, quand on fait un commentaire libre sur moi en tant que client, par exemple, lorsqu'un service après-vente est passé. Bon. Il y a mon historique de consultation. Il y a des données qui peuvent paraître techniques, mais qui vont extrêmement loin de ce qu'ils disent de moi. Combien de temps j'ai passé sur tel site, à quelle heure, c'est pas très technique. C'est technique dans la manière dont c'est généré, mais après, ça dit des choses que je n'ai pas forcément envie qu'elles m'échappent. Et puis, il y a des données également qui embarquent celles d'autres personnes. Parce qu'il y a des données qu'on partage, la couleur de cheveux, les données génétiques. Les données génétiques, est-ce qu'elles sont juste à moi? Alors qu'elles parlent de beaucoup d'autres personnes que moi. Et l'actualité a montré récemment, avec les données génétiques, en effet, vous pouvez faire des liens entre les personnes différentes. Donc, il y a toutes ces questions-là qui rendent compliqué d'affirmer que les données appartiennent à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il faut conclure qu'elles appartiennent à personne? En tout cas, il y a une vraie difficulté à périmétrer, et donc à aller dans une logique de droit subjectif tel qu'on est connu.
Alors après, on verra. Est-ce que pour dire qu'il y a un droit de propriété sur les données, il faut en fait tordre à ce point le droit de propriété qu'on le dénature? Mais c'est vrai que c'est difficile de faire rentrer dans les cases d'un droit tel qu'on l'entend, tel qu'on l'imagine, ces choses, ces informations plutôt, qui, dont la source, dont le caractère partagé et dont le caractère également d'embarquement de tiers, posent de redoutables difficultés. Je vais rebondir sur la deuxième partie de la question, puisque le précédent orateur parlait de la première partie. La deuxième partie, c'était le statut de la donnée. Res communis, res nullius, etc. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que, suivant, en fait, les définitions de ce statut reflètent des positions politiques extrêmement fortes et extrêmement classiques. Si vous considérez que la donnée est res communis, c'est le cas à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire que, grosso modo, n'importe qui peut se l'approprier, alors vous plaidez très logiquement, comme l'a fait le patron Théo il y a quelques mois, pour le consentement universel. Vous pourrez consentir, alors c'est quelque part un contrat, vous pourrez cocher une case qui définitivement d'abandonner toutes ces données aux plateformes qui les utilisent. Pour moi, c'est l'option capitalisme de connivence. Ensuite, il y a l'option res communis. L'option res communis, c'est effectivement ce que comme la donnée n'existe pas en soi, que toutes les données sont en réseau, que chaque donnée informe sur d'autres. Si je connaissais les données qui ont été de la salle, via les agendas partagés, etc., j'aurais probablement pu m'en déduire à la deuxième moitié de la salle. Comme c'est res communis, tout ça appartient à la collectivité. Et donc, il faut créer une agence des données qui, au niveau de l'État, et en réaffirmant d'ailleurs la souveraineté de l'État sur les données qui sont produites par la collectivité, par le groupe, les nationalistes en quelque sorte, les ensuite les redistribuent. C'est ce que défend Pierre Bélanger dans cet article sur la souveraineté numérique. Ensuite, si vous considérez que c'est le droit de la personne, que les données reflètent la personne, à ce moment-là, vous arrivez à cette notion technique, c'est-à-dire le droit personnaliste, des droits et des obligations. Vous traitez ça en tant que droit, dans le cadre du droit fondamental. Je suis désolé pour les approximations numériques. Ensuite, si vous considérez... C'est exact. C'est le droit fondamental. Si vous considérez que ces données sont produites d'une exploitation, parce que finalement vous n'avez jamais consenti à donner ces données, que quelque part vous êtes exploité, à ce moment-là, vous dites, bon, alors, puisqu'elles sont le résultat d'une exploitation, on va taxer les grands opérateurs et redistribuer cette valeur de manière égale à l'ensemble des citoyens. C'est le discours socialiste qui avait venu Julien Drey un peu par hasard, mais ça tombe bien quand même dans le cadre socialiste, tax and spend. C'est ce qu'il disait, on va taxer les GAFA, et avec ça on va donner 50 000 € de revenus, enfin de sorte de revenu universel, de bourse universelle à chaque citoyen majeur, en anticipation des données qu'il va produire et pour lesquelles il va être exploité. Si vous considérez que la donnée c'est du Labour, effectivement on entend monter ça, notamment aux États-Unis, sous la coupe de Glenn Wide, quelqu'un avec qui on est en contact, parce que même s'il parle d'un soubassement différent, il aboutit quand même à la même conclusion qui est qu'il faut être rémunéré pour ces données. Quelqu'un il parlait avec Jean Magnier, c'est celui qui a monté le sujet aux États-Unis, avec un très beau livre qui s'appelle Own the Future. Et donc, si vous considérez que c'est du Labour, du coup, vous limitez quand même la quantité de data qui peut être rémunérée ou tombée dans ce champ, parce qu'en quoi la géolocalisation, par exemple, peut être du Labour. Le Labour, il faut avoir un acte quand même de production, il faut avoir cliqué quelque part, il faut avoir renseigné un identifiant, donc ça restreint quand même la quantité de données qui peuvent tomber sur cette escarcelle. Puis la dernière option qui est la nôtre, c'est de considérer que la donnée, c'est du capital. C'est du capital et pas du Labour. Et que c'est du capital parce qu'effectivement, c'est l'émanation de la personne. Et après, là, on en vient à un débat plus dur, considérer la personne comme self-owned. C'est-à-dire si on considère qu'il y a une propriété de soi, c'est un droit aujourd'hui, une disponibilité de la personne. Et si on considère qu'il y a une propriété de soi sur soi, des formes de libertariens aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années aux États-Unis, à ce moment-là, toute émanation du soi, qu'elle soit le produit d'un travail ou non, est du capital. Et j'en reviens du coup à la question des biens non rivaux. Le droit d'auteur s'applique à des biens non rivaux. On peut reproduire mon livre à coût zéro, à coût marginal zéro, une infinité de fois. Et pourtant, on a donné le droit de propriété aux auteurs. On a donné le droit de propriété intellectuelle aux créateurs de brevets. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on a élargi le droit de propriété, pour ce qui est de l'émanation
du cerveau, quelque part, eh bien, on l'a fait aussi pour lutter contre les oligopoles, que ce soit les aristocrates qui ont donné leur propriété sur la terre, que ce soit les copistes qui ont donné leur propriété sur les livres, sur la propriété intellectuelle, sur le droit d'auteur, contre les imitateurs, on a donné leur propriété sur les brevets, et contre les GAFA, on donnera leur propriété sur les data. Et tout ça, c'est une émanation du soi. Donc je pense que sur ces différents statuts, là j'en ai 6, on en a sans doute plus, on peut discuter, mais que ce ne sont pas des statuts innocents, ce sont des statuts qui reflètent des options politiques. Vous parlez de la donnée comme une émanation de soi, mais on a vu tout à l'heure dans les exemples qu'il y en a en fait certains qui le sont plus que d'autres en quelque sorte. Est-ce que du coup il y aurait un classement des données selon qu'elles sont plus ou moins liées à la personnalité, qu'elles sont produites ou non directement par la personne? Isabelle, Oui, bah c'est facile, c'est les données de santé. Évidemment, les données de santé, c'est essentiellement attaché au corps, c'est une production d'une information sur le corps, donc évidemment, elles sont essentiellement personnelles, individualisées, et on peut singulariser, comme a dit l'avocate, de la personne. Mais au-delà de ça, il faut quand même être conscient que la donnée est déjà un bien, aussi bien dans le code pénal que dans la jurisprudence, puisqu'on considère que la donnée est une chose et qu'elle peut être l'objet d'un vol, puisqu'on a le recel de la donnée qui a été consacré par l'arrêt par la jurisprudence du TG Clermont-Ferrand en 2011. Donc c'est quand même vraiment un bien. Après, voilà, est-ce qu'il faut s'en emparer? Est-ce qu'on doit retrouver pas seulement une maîtrise, mais aller plus loin que ça et avoir un véritable droit de propriété sur non seulement ce qu'on va céder, mais aussi ce qu'on produit. Alors, il y a une production à travers un outil, ce n'est pas forcément production directe. Il faut aussi penser l'homme augmenté, l'homme avec des objets connectés. Et là, on aura énormément de données. Et il y aura un business énorme qui va se faire sur les objets connectés de santé. On le voit déjà. Et donc, le citoyen va être le premier, moi j'appelle ça le générateur. Donc, je prône l'idée d'un régime hybride parce qu'on est le générateur. Donc, on n'est pas le producteur de bases de données, on n'est pas l'auteur, on n'est pas le créateur, mais on est le générateur. C'est nous qui générons la matière première. Et il faut s'en emparer. Mais je peux rebondir. D'abord, il y a un paradoxe à dire que pour donner la maîtrise ultime de la donnée, il faut donner la capacité de s'en débarrasser. Et parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la liberté. En effet, vous avez raison, vous n'avez jamais proposé de vendre les données. Il faut donner la possibilité, en effet, de les céder. Mais c'est une possibilité, comme toute liberté, qui est contrainte dans un contexte socio-économique donné. Donc, il y a ceux qui vont être contraints d'exercer cette liberté, de céder leurs données parce qu'ils ont un besoin alimentaire à couvrir, et ceux qui auront la chance de ne pas pouvoir l'exercer. Donc, il y a un petit paradoxe. Je ne dis pas que c'est une contradiction, parce que voilà, ce que vous avez présenté est cohérent. Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le stade ultime de la maîtrise, c'est la possibilité de perdre cette maîtrise. Je voulais rebondir aussi sur ce que vous venez de dire à l'instant, qui est en effet l'homme augmenté ou la femme augmentée. En tout cas, voilà, il y a un halo informationnel de données de plus en plus large autour de nous, quand on se déplace, quand on agit, quand on vit, dans les différents compartiments de notre vie numérique. Mais justement, ce qui est très puissant avec la logique de droit fondamental, c'est même quand vous n'êtes pas conscient de ces données, vous n'êtes pas conscient. Il y a des données que quelqu'un va inférer sur vous, sur un site, quand vous naviguez sur un site, quand vous achetez en ligne. On va en fait générer de la donnée sans que vous le sachiez. On va nourrir ce halo sans que vous le sachiez. Là, vous avez comme des droits dessus. Alors même que vous ne savez pas que c'est, entre guillemets, non pas à vous, mais relatif à vous. Il pourrait y avoir un droit contractuel dessus. Je peux répondre juste à la question socio-économique. Si on n'en est pas la source, c'est très compliqué d'avoir cette identification. Enfin, je ne veux pas. Un droit non, mais ça rejoint un peu cette idée, c'est que c'est très compliqué, par exemple, pour tout ce qui relève de l'identité numérique. La plupart des gens qui sont tracés dans leur navigation n'ont aucune idée de l'objet, en fait, de ce profil, de cette empreinte, de cette identité numérique. Donc, ils vendent quelque chose, mais ils ne savent même, comment voulez-vous conclure un contrat avec un objet dont vous n'avez même pas idée et dont vous ne connaissez pas la valeur, parce que la valeur, le CCNA probablement la connaît, mais vous avez finalement une idée assez
assez flou de la valeur de ce que c'est que votre donnée, ou vos données avec celles des autres, ou vos données agrégées avec quelque chose qui était attribué, qui du coup n'est pas soi, qui n'est pas simple une adresse IP ou un numéro d'identification sociale, etc., qui n'est pas que vous, mais qui agrégé à vous, d'un coup prend une valeur et constitue une donnée spécifique, une identité, une empreinte numérique particulière, et la personne qui va l'accéder n'a même pas idée de ce qu'elle savait. Oui, mais alors, moi je pense que c'est dommage de prendre le citoyen comme victime de l'objet qu'il utilise, parce qu'on nous rend coupable de l'usage de l'Internet. Et l'usage de l'Internet, ce sont des flux, et ces flux, on ne les possède pas. Mais à travers ces flux, on donne de l'information qui nous relie, qui nous identifie, plus ou moins directement. Donc, on devient victime de ce flux. Et Internet, c'est quand même un outil énorme, et on ne peut pas rendre le citoyen victime de cet outil. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de maîtrise, plus de contrôle, par non seulement la possession, mais aussi la propriété. Et je pense, je ferai le parallèle avec deux choses, avec l'image. L'image, c'est un prolongement de soi, et on a un commerce de l'image. L'image, elle n'est pas protégée en soi dans le Code civil ni dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est l'article 9, c'est dans la vie privée. Donc on pourrait très bien mettre la donnée dans la vie privée dans l'article 9. Et est-ce qu'on a le contrôle de son image? On a le contrôle de son image qu'à travers des actions judiciaires, donc c'est pas direct, c'est par des tiers. Et on a un prix de cette image. Donc là, pourquoi on n'a pas un levé de bouclier en disant oui, on vend son image? Que font les droits de diffusion des joueurs de foot? C'est le droit à l'image. Donc pourquoi on serait plus réticent sur la donnée alors qu'on vend déjà son image? Mais il y a une différence entre être propriétaire et avoir un échange marchand. Je ne sais pas si on est obligé de passer par la figure de la propriété pour avoir un échange marchand. Et l'exemple du droit à l'image en est une bonne illustration, puisqu'on n'est pas propriétaire à proprement parler de son image, mais en revanche, on en a un échange marchand. Et on avait eu il y a quelques années dans ces locaux même, probablement, des échanges homériques à propos de l'image des biens. Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait fini par dire que le propriétaire de la chose n'était pas propriétaire de l'image de la chose. Alors après, au Conseil d'État, ils ont une vision légèrement différente, semble-t-il, ces derniers temps, mais c'est très intéressant cette dissociation entre le soi et l'information sur soi. Et à supposer même qu'on soit propriétaire de soi, ce qui est encore quelque chose qui, sur le plan éthique, peut être discuté, ça ne signifie pas nécessairement que toutes les dérivés de soi seront nécessairement assimilables à soi. Donc je pense qu'il y a déjà quelque chose qui doit être fait de l'ordre de cette dissociation. Et encore une fois, passer, et je suis bien d'accord avec vous, c'est très idéologique, c'est est-ce qu'il faut passer par la figure de la propriété privée révolutionnaire de 1789, aujourd'hui, à un moment où d'ailleurs il y a un certain désintérêt pour la propriété privée, où elle est un peu en déliquescence, y compris dans les usages, est-ce que c'est vraiment l'outil qu'il faut convoquer pour créer des éléments pour associer les individus à une certaine richesse qui est produite à leur égard? Voilà, ce que vous cherchez, parce qu'il faudra qu'on vienne, quel est le problème qu'on cherche à résoudre avec tout ça? Parce que le problème que vous posez, il est réel. Voilà. On veut donner du pouvoir. Mais dire que pour avoir du pouvoir, il faut de la propriété, déjà, il faut être encore plus révolutionnaire que les révolutionnaires à l'époque. L'époque d'aujourd'hui suppose plus d'audace, pour citer un révolutionnaire, plus d'audace que ça. Et la propriété, c'est une des réponses possibles. Dans la palette, c'est un vrai choix possible. Ce que l'on peut penser, c'est qu'il y a des choix encore plus audacieux, voilà, encore plus forts. Et on n'a pas attendu le RGPD en France pour tenter de dessiner une solution. Le RGPD, qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge une démarche qui est initiée en 1978 par le législateur français, un des tout premiers, avec le législateur allemand en Europe, de donner un pouvoir qui comporte une certaine forme d'inaliénabilité. C'est-à-dire que la donnée, où qu'elle soit, quoi qu'il se passe dans sa circulation, ça reste la vôtre. Et du simple fait que c'est votre donnée, vous avez des droits. Vous avez des droits, droit d'opposition, droit d'accès, droit d'information, droit d'effacement, droit à l'oubli.
Alors, ce sont des droits qui sont à géométrie variable, évidemment, sont le type de traitement de données. Donc, c'est l'État qui les collecte, d'ailleurs en partie à votre insu, pour faire du renseignement de souveraineté, ou selon que vous êtes dans une relation purement commerciale, évidemment, l'équilibre est différent. Mais même, et d'ailleurs c'est assez révélateur, même dans les fichiers ultra souverains de l'État, comme le renseignement extérieur, il reste des droits. Le droit d'accès, qui s'exerce de manière indirecte certes, mais il reste des droits. Même dans les données, à la limite, dont on comprend le plus spontanément que l'État, la puissance publique, pour des finalités qui nous dépassent tous, doit pouvoir les posséder, y compris contre notre gré. Ben, même là, il y a des droits. Donc, introduire de la propriété avec sa dimension binaire, elle n'est pas totalement. On peut imaginer des éléments, on peut imaginer des modulations. Mais au bout d'un moment, la propriété, il y a une limite. C'est qu'on peut la céder. Et l'affirmation de la loi en 78, c'est, quand il y a une donnée personnelle, il n'y a pas de fin. Tant que vous êtes vivant, puisqu'en effet, ce sont les données personnelles les personnes vivantes qui sont protégées, tant que vous êtes vivant, vos droits ne s'éteignent pas. C'est très audacieux, c'est très révolutionnaire. C'était à la hauteur des enjeux de l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Alors, il y a plein d'objections à traiter là. D'accord. Et alors, du coup, je vais peut-être vous guider aux objections, parce qu'effectivement, vous m'avez Pour venir au problème. et vous avez vous-même fait la transition vers le deuxième aspect que je voulais traiter. Je pense qu'on n'a pas complètement terminé sur le statut de la donnée, mais éventuellement, on verra plus tard. Parce que je ne suis pas complètement satisfait de vos réponses, qui montrent qu'en fait, il n'y a pour le moment pas de satisfaction. Non, ça, on n'a pas eu de définition stricte. Mais passons, parce qu'effectivement, de toute façon, on est en face aussi, et il y a une vraie question Pardon, on a fait un constat qu'il y avait une telle difficulté de définir, en tout cas pour certains intervenants, le périmètre, que ça voulait peut-être dire que la réponse à la question était négative. Ouais, je vous accorde cette affirmation, qui sera contestée, je n'en doute pas. Mais donc, effectivement, on est là parce qu'on sent tous qu'il y a un problème, mais il serait peut-être temps de le qualifier. Pourquoi est-ce qu'on voudrait, un, protéger ces données personnelles, voire deux, avoir un droit de propriété dessus? Est-ce que vous pouvez objecter en répondant en même temps à cette question? Non, parce que je vais d'abord répondre aux objections. Mais il y en a trois, c'est facile. Sur la pression socio-économique, parce qu'il faut répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on va être forcé, les plus pauvres ne vont pas avoir la même maîtrise que les plus riches. Je dirais que d'abord, la valeur de la donnée, c'est un peu anecdotique, mais la valeur de la donnée ne dépend pas du revenu. C'est-à-dire que la valeur, par exemple, de la donnée d'une personne pauvre et cancéreuse et âgée, pour une grosse pharma, a beaucoup plus d'importance que la mienne. Les valeurs de la donnée du chauffeur routier pour Waze ont beaucoup plus de valeur que les miennes, etc. Deuxièmement, vous faites rentrer la donnée dans le panier de consommation. C'est-à-dire dans vos arbitrages de consommation, vous faites rentrer, même plus que la donnée, vous faites rentrer quelque part la vie privée. Parce qu'encore une fois, il y a la vente et il y a l'achat. Ici, il y a le droit de propriété, il y a la possibilité d'accéder à Facebook. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit chez Alison Berg. On lui a dit, est-ce qu'il y a un opt-out total possible sur Facebook? Elle a dit, it's gonna be a paid product. C'est exactement ça. Vous faites rentrer la vie privée, la modulation de plus ou moins de vie privée, plus ou moins de transparence, dans vos arbitrages de consommation. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, vous n'avez pas le choix du tout. Après, savoir quel est le revenu dont vous pouvez disposer pour faire librement ces arbitrages, c'est une autre question. C'est la question de la redistribution, sur laquelle il y a d'autres enjeux politiques. Nous, on est en faveur, par ailleurs, d'un revenu universel. Pour imaginer d'ailleurs que le prix de la vie privée rentre dans le panier de biens qui définissent les besoins de base financés par un revenu universel. Mais il y a plein d'autres options. Vous pouvez être complètement ultralibéral, quasiment communiste, tout en faisant rentrer la valeur de la donnée dans le panier de consommation. Et donc ensuite, c'est une question de redistribution et donc une question de justice sociale plus générale. Simplement, on permet à la donnée de rentrer dans cette question. Deuxièmement, et ensuite on chacun la traite selon ses options politiques, mais je pense qu'elle n'est pas au-dessus. Deuxièmement, sur le flou dont vous parliez, en disant on ne sait pas très bien comment ça va s'arranger, et en fait, ça rejoint votre question sur la définition. Et là, je suis obligé d'ouvrir le passage un peu technique de notre rapport, sur lequel je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps, sur les smart contracts, parce qu'on a nos spécialistes de blockchain et autres qui sont encore plus incompréhensifs que les juristes, et qui nous expliquent qu'on va pouvoir définir des smart contracts dans lesquels on va rentrer des termes contractuels sur l'utilisation de nos données. Donc on va dire, bon, toutes mes données de santé, je les donne, mes données de e-commerce, je les vends, mes données de géolocalisation, je les rachète, parce que je veux que personne ne sache où je suis, etc., etc. Et ensuite, naturellement, on ne va pas tout seul aller négocier ça avec Facebook. Il y aura, à partir du moment où il y a un droit qui sera ouvert, un droit de propriété,
eh bien, il y aura des intermédiaires, comme des sociétés de gestion de droits d'auteur, comme des syndicats, comme dit Glenway, qui, eux, vont faire opérer cette négociation au nom de millions, de milliards d'utilisateurs, et qui vont permettre ensuite à chacun de manière assez ergonomique d'avoir un contrat type, j'imagine, enfin après on va voir ce que l'industrie invente, c'est tout à fait plausible, dans lequel chacun rentrera ses conditions, et ensuite le flux de données dans lequel on est sans en avoir conscience, en effet, jour et nuit, sera traité automatiquement par ces blockchains qui évalueront toutes les transactions, les micro-transactions qui se produisent, et qui permettront de le faire rentrer dans son espèce de petite wallet. Vous savez, ça paraît délirant, mais ça vient. Parce que par exemple, la wallet de données personnelles, c'est déjà quelque chose indépendant du droit de propriété sur lequel il y a plein de startups qui travaillent, CozyCloud et bien d'autres. CozyCloud, qui s'est Voilà, CozyCloud, exactement. essayé, mais sans succès. Exactement. Bah, oui, mais enfin bon, je veux dire, c'est embryonnaire, mais on voit bien qu'il y a plein de. Ça commence à naître. D'ailleurs, donc, on peut dire que quand on a publié ce rapport, on a des mails toutes les semaines de startups qui nous disent ah, je suis exactement en train de faire ça, de la monétisation de la donnée, dans une zone grise du droit. On voit bien que la tech, elle, a compris le sujet et est en train déjà de le pousser. Et troisièmement, sur les dérivés de soi, bon, je n'ai peut-être pas le temps de répondre, mais je répondrai de manière assez logique que si on considère que la propriété, c'est l'appropriation par travail, enfin par l'activité plus ou moins, c'est-à-dire le truc loquéen, bon, à ce moment-là, j'ai aucun problème pour attacher aussi les dérivés de soi à la propriété, et à penser la propriété comme un instrument assez intéressant, y compris en droit, parce que quand vous parliez par exemple du renseignement, et du fait qu'on a un certain nombre de données qui sont aujourd'hui traitées, les métadonnées passent directement dans le filtre des algorithmes secret défense de l'article 2 de la loi renseignement, ce que je trouve absolument scandaleux. Aujourd'hui, vous avez, là je m'aventure sur l'état juridique, donc peut-être que j'ai tort, aujourd'hui vous avez un recours qui est le tribunal administratif, bon, mais peut-être qu'avec le droit de propriété, vous aurez un autre recours, qui sera le droit civil, le juge civil, qui pourra juger de, finalement, la légitimité de l'expropriation, parce que ça va être considéré comme une expropriation s'il y a un droit de propriété, de l'expropriation de la donnée par l'État, est-elle ou non proportionnelle à l'intérêt général recherché. Et du coup, j'ai l'impression que sur le plan de la surveillance d'État, précisément, ça donnera plus de moyens juridiques aux citoyens pour contester un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui. Bon, expropriation, alors même que c'est l'État qui a généré lui-même le renseignement. Non, mais c'est-à-dire que non, parce que si on envoie un email aujourd'hui, l'État a accès à l'heure et au titre de l'email. Bon, c'est pas lui qui a généré le renseignement, il a fait passer un algorithme. Et donc on peut dire cette métadonnée m'appartient, il m'a exproprié de cette métadonnée, il a peut-être raison de le faire pour des raisons d'intérêt général, mais le juge va aller vérifier si c'est proportionnel. Mais vous avez évoqué la figure des droits de propriété intellectuelle tout à l'heure. D'une part, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas conférés sans qu'il y ait une idée de récompense derrière, et on est quand même dans un principe de liberté de concurrence dont les droits de propriété intellectuelle constituent des exceptions, et ces exceptions sont légitimées parce que la création est originale, parce que l'invention est nouvelle, et donc toute information, toute idée n'est pas a priori susceptible d'appropriation, ne se voit pas reconnaître ce monopole, et ensuite, quand bien même on déciderait, puisque finalement c'est une décision qu'on peut prendre, quand bien même on déciderait de le faire sur les données personnelles, il y a toujours dans les droits de propriété intellectuelle cette balance de l'intérêt général qui est liée au fait que le périmètre du monopole est limité, soit dans le temps, soit, et bien sûr dans l'espace, ça pose le problème aussi du statut sur un territoire, mais également à raison de ce qu'on appelle les exceptions de limitation, qui permettent justement de créer des limitations. Or, en ayant lu votre rapport, j'ai un doute sur finalement le modèle de propriété que vous auriez envisagé de privilégier, parce qu'il y a toute une partie du rapport qui parle du fait que le droit des biens tel qu'il existe aujourd'hui peut tout à fait être appréhendé comme droit commun, entre guillemets, qui serait apte à déjà donner une solution. Cette solution répudiant évidemment la solution du droit spécial de la propriété intellectuelle. Et puis il y a une autre partie du rapport dans laquelle les questions de propriété intellectuelle sont convoquées comme des alternatives. Alors je ne sais pas non plus quel est le modèle de propriété, et ça c'est plutôt le comment. Alors je ne sais pas si ouais, c'est ça. je préempte un petit Vous peu allez la beaucoup trop troisième. vite. Pardon. Est-ce qu'on peut revenir à votre question de, en fait, à quel problème doit répondre ce débat?
Exactement. Est-ce que vous souhaitez vous lancer, ou peut-être Emmanuel Trichet, si vous avez... Non, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, je ne suis pas certaine qu'il y ait une. Alors, bon, si effectivement on veut absolument passer par l'institution du droit de propriété, il y a effectivement une opposition, mais je ne suis pas sûre. La façon dont la commission présentée est souvent d'une confrontation entre le droit de propriété et les droits personnels. Et je pense que en fait, c'est pas fort. On peut les. À mon avis, on peut tout à fait tenir compte de la patrimonialisation tout en permettant aux individus de continuer à exercer un contrôle sur leurs données. On parlait de la propriété intellectuelle. Alors évidemment, c'est un droit spécial puisque la propriété intellectuelle suppose de l'esprit et on peut difficilement dire que la donnée personnelle entre cette définition, pour la plupart d'entre elles en tout cas. Néanmoins, c'est pas inintéressant de se référer à ce droit-là parce que la propriété intellectuelle distingue le droit patrimonial de tous les droits de la personnalité. Et ça avait été proposé par un auteur pour ce qui concerne le droit à l'image. Il y a un droit primaire et il y a un droit dérivé. Le droit dérivé sur l'image, il est patrimonial et la jurisprudence en tient compte et l'appréhende sous l'angle d'une prestation qui est vendue. La prestation qui consiste à prendre la photographie et à l'exploiter à titre commercial. Et puis, ce droit, il est dérivé quand même. Alors, le droit à l'image, maintenant, c'est un droit autonome, mais à l'époque, c'était intégré dans la vie privée. Il ne s'exerce que dans le respect du droit primaire, qui est le droit de la personnalité, qui, lui, est effectivement inaliénable, etc., et qui permet d'avoir certaines garanties. Et à mon avis, ça concilie les deux approches, c'est-à-dire qu'on peut tenir compte de la valeur, puisque cette valeur existe aujourd'hui, donc on peut tenir compte de cette valeur, et néanmoins, on prend en considération malgré tout, la concilier avec une forme de protection, une protection qui est inaliénable et qui est liée au droit de la personnalité, parce que la donnée est personnelle et d'une manière ou d'une autre, elle se rattache au droit de la personnalité. Et je pense qu'on confronte les deux droits, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse pas les concilier, parce qu'aujourd'hui, les droits de la personnalité sont beaucoup patrimonialisés, on est tout à fait dans l'air du temps, voilà, et cette réalité économique a été appréhendée par le droit, et à mon avis, la propriété intellectuelle sur un domaine spécifique offre une illustration qu'il est possible d'emprunter les deux branches à la fois pour le même objet, que ce soit son considère un objet. Le titulaire du droit n'est pas le même. Dans la patrimonialisation, dans le cas de l'esprit dont vous dites, le droit de la personnalité qui doit être protégé, quel que soit le cheminement de la paternité, ce n'est pas la même personne auquel se rattachent les deux droits. Si, c'est-à-dire que ma donnée personnelle qui va dire sur ma vie privée ou ma vie sociale, c'est ma vie privée, et en même temps, si je décide de dire, voilà, économiquement, ça vous intéresse de connaître mon historique de navigation, eh bien, je vous concède ce droit, je vous donne un droit d'exploitation pour 2 ans, à la condition que vous ne portiez pas atteinte à l'intégrité de ce cheminement, à la condition que je puisse continuer à exercer mon droit de retrait, que je puisse mettre fin à ce contrat, à la condition... et je suis bien le même titulaire, et du droit patrimonial et du droit moral, du droit personnel que j'entends exercer. Je suis bien, et celui qui l'exploite et qui éventuellement contreviendrait, porterait atteinte, je pensais que ça portait atteinte à mon droit personnel, à ce moment-là, effectivement, je pourrais mettre un terme ou effectivement utiliser la responsabilité, mais plus volontiers d'ailleurs, le RGPD pour mettre un terme à cette exploitation patrimoniale. Et là, ça peut être vertueux de consentir un droit patrimonial, enfin de consentir un droit d'exploitation sur la valeur que peut représenter la donnée personnelle, à supposer qu'on la considère comme un bien, parce que ça permet aussi, effectivement, ça peut présenter un certain nombre d'inconvénients, et notamment en termes d'intégrité du consentement, de définition de l'objet d'adéquation. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ça peut aussi être plus vertueux, parce que si on sait exactement de quoi il retourne et ce pourquoi c'est exploité, vous pouvez consentir à ce que vos données personnelles soient exploitées en fonction de certains objectifs.
Par exemple, on peut imaginer que vous acceptez qu'on utilise vos empreintes génétiques pour la recherche scientifique. Et ce n'est pas illégitime qu'on utilise vos profils de liaison dans une perspective économique pour des choses plus ciblées, des préoccupations marketing. C'est peut-être pas aussi noble, mais c'est pas illégitime. Donc c'est sans doute mieux de le savoir plutôt que d'avoir, comme les pratiques se développent actuellement, où on vous demande de rentrer des données personnelles et puis on vous fait croire qu'on vous rend un service alors qu'en fait le service pour lequel vous êtes rémunéré, c'est pas celui-là. Alors, peut-être pour répondre à ça, quel est l'objectif en effet, à quel point veut-on répondre? Parce que à la base, il y a en effet, alors d'une part, je vais donner une introduction, je suis d'accord avec vous, il y a une forme de commerce évidemment sur les données personnelles, car le contraire, ça serait nier. 10% du PIB. Voilà, ça serait nier la manière dont l'économie numérique s'est développée. Donc ça va de soi. Deuxièmement, il y a évidemment une asymétrie colossale entre les offreurs de données et les demandeurs de données. Voilà. Et cette asymétrie, ce déséquilibre économique, évidemment, c'est un problème. Sachant que On a les collectifs. les récolteurs de données disposent peu du droit de propriété intellectuelle sur la base de données. Mais alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut donner du pouvoir aux personnes ou est-ce qu'on veut les rémunérer? C'est-à-dire qu'il y ait un retour économique, un retour financier, ou évidemment les deux. Parce que si c'est pour donner du pouvoir, ça, tout ce que vous avez décrit, il y a d'autres manières que le droit de propriété de répondre à tout ce que vous venez de dire. Sur la qualité du consentement qui est donné, sur l'information sur les finalités du traitement, sur le droit de suite et le droit de révocation, le cas échéant, pour le consentement, le droit d'opposition quand on est sur notre base, etc. Ces réponses existent déjà. Donc si on invente quelque chose de nouveau, c'est que ça a un autre intérêt. Donc l'intérêt, ça peut être de rémunérer, qu'il y ait un retour. Et là, alors, à ce stade, je crois que les démonstrations, de démonstration, de la manière de valoriser, de chiffrer, vraiment, en une espèce de sondage très trébuchante, ça ne monte pas très haut. Donc de construire tout ceci, y compris dans notre rapport, hein, où ça monte à... Non, c'est pas chiffré dans le rapport, mais ça, je peux mettre. Voilà. En tout cas, à ce stade, là je suis en rentrant dans la logique, en effet, qui est de rechercher, de chercher à répondre au problème qu'il n'y ait pas de retour économique à la personne. Est-ce que ça vaut le coup, pour si peu, de renoncer, parce qu'au bout d'un moment, vous avez le droit de renoncer s'il y a une propriété, donc de renoncer, dans un contexte socio-économique qui peut être extrêmement contraint, qui peut ne pas être libre, alors que dans le droit fondamental qui est la protection des données personnelles, il y a une notion de liberté de consentement, et généralement le droit de la concurrence, parce qu'il n'y a pas que le droit des données à caractère personnel qui peuvent appréhender les problèmes pour des gens. Question aujourd'hui les droits de la concurrence. Il n'y a pas de régulation, il y a le même problème de la liberté. Oui, mais quand la CNIL a sanctionné en 2014 Google et en 2017 Facebook, parce qu'on estime que précisément les conditions dans lesquelles les données étaient traitées, que ce soit sur la base du consentement d'intérêt légitime, n'étaient pas propres, là, il y a eu une réponse à apporter à ce problème-là. Quand l'autorité de la concurrence allemande, en ce moment, enquête en estimant que le consentement à l'entrée des universités comme Facebook n'est pas libre par principe compte tenu de la position de l'Itaki, il y a un questionnement sur le pouvoir de marché, ce déséquilibre en effet considérable. Voilà. Donc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est si on veut répondre au problème du pouvoir, je crois qu'il y a déjà des réponses et il faut aller sans doute plus loin, et le RGPD est une manière d'aller plus loin, il faut l'appliquer demain. Voilà. Donc ça, c'est la responsabilité des régulateurs. Si c'est le retour économique, si c'est un retour individuel, à ce stade, il n'est pas démontré qu'il vaille le coup, que le jour ait la chandelle. Si c'est un retour collectif, c'est des questions d'imposition, parce qu'il y a d'autres manières de valoriser, en effet, l'utilisation collective qui est faite de ces données, parce qu'encore une fois, la valorisation économique n'a de sens que si vous agrégez beaucoup de données. Et les données à moi, encore une fois, j'en ai ici, elles n'ont que très peu de valeur. Voilà, il faut être très modeste sur la valeur de ses propres données personnelles. Donc, à quoi peut-on répondre? Juste sur le point du prix de la data, personne ne sait. En effet. Personne ne sait. C'est pour ça qu'on a entrepris un deuxième rapport avec la Tool School of Economics, avec, on espère, les data pour le coup de Microsoft, pour essayer de comprendre combien vaut le clic, et du coup, par rapport aux pubs qui sont vendus aujourd'hui, au retargeting, et d'essayer de modéliser combien ça pourrait rapporter. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et sur le fait que la donnée individuelle a un prix est infiniment petit, il est infiniment petit, mais il existe. Et même si c'est 10 puissance moins 10, je veux pouvoir le chiffrer, parce que je constitue un marché, s'il y a des quantités de flux qui sont eux-mêmes très importants, de finir par donner des sommes. Mais logiquement, vous avez raison de l'assurer. Et sur des données comme des données de santé, aux États-Unis, vous avez des scans qui sont revendus par les médecins qui font payer le patient, qui revendent eux-mêmes le scan à l'industrie pharma pour des milliers de dollars. Et donc il y a des boîtes qui se montrent pour que les gens récupèrent la propriété du scan
et puissent le revendre eux-mêmes au boîte pharma pour couvrir leurs frais de santé, dans un système de santé qui est très différent de celui de la France. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que ça peut représenter des sommes à l'unité qui ne sont pas de la poussière d'euros. Il va falloir chiffrer tout ça. On estime que les données personnelles, c'est 8% du PIB d'ici 2020, du PIB européen. Donc, en tout cas, ça représente énormément de valeur et il faut prendre ça au sérieux parce que certaines personnes ont aussi besoin d'argent et pourquoi pas utiliser ce moyen parmi d'autres. Mais surtout sur l'idée de dissocier pouvoir et commerce. Là, je suis d'accord. Parce que vous avez l'impression qu'en donnant des droits, le juge, ça suffit quelque part. Il va donner des droits et comme ça, les gens qui sont exploités, qui ne sont pas contents, ils vont tous prendre des avocats et ils vont tous se battre au tribunal pour récupérer telle donnée, avoir le droit d'oubli et tout ça. Je pense que c'est très théorique comme disait. Le pouvoir, c'est avant tout un pouvoir économique. Quand les utilisateurs vont pouvoir négocier via, encore une fois, des intermédiaires. C'est vraiment qu'ils vont pouvoir négocier. Via des intermédiaires. Ils vont négocier avec les intermédiaires, puis eux-mêmes négocieront avec les plateformes. D'accord. Enfin, il y aura un pouvoir de négociation qui va s'installer. Si ça représente 8% du PIB et que vous avez des intermédiaires qui se constituent et qui peuvent, au nom des syndicats, pour prendre un terme plus sympathique, Ben Noël, il parle des unions, data unions, qui se constituent au nom de millions de milliards d'utilisateurs et qui mettent en demeure les plateformes de faire ceci ou cela, ils auront quelque part un pouvoir beaucoup plus important que le juge, parce qu'ils auront un pouvoir économique, ils seront dans une négociation sonnante et trébuchante. Par ailleurs, les citoyens s'apercevront de la valeur de leurs données, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez de pédagogie. Quelque part, quand c'est attaché à un prix, c'est beaucoup plus matériel, c'est beaucoup plus concret. Et pour reprendre l'exemple du Petit Prince, moi, je suis presque pas tout à fait, enfin, je comprends l'idée, mais quelque part d'avoir ces étoiles et de pouvoir mesurer leur valeur, et aussi quelque chose qui participe de la création d'un marché complexe, comme tout marché, et qui du coup met en jeu des rapports de pouvoir beaucoup plus subtils. C'est un peu quand vous passez du féodalisme au marché dans l'agriculture. Avant, vous avez des services gratuits, on a avec les GAFA, c'était le seigneur qui vous apportait le moulin et le droit de la protection contre la guerre, et en échange d'une grande partie de la production. Quand vous passez à un univers de marché, du coup, des rapports deviennent beaucoup plus fins, c'est en fonction de la production de chacun, et du coup, c'est beaucoup plus divers, et ça redonne effectivement aux gens la possibilité de contrôler ce qu'ils produisent. Voilà, alors d'abord, est-ce qu'ils produisent? On revient à la question de base, qui est qui produit la donnée de valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui est généré? Alors, on comprend bien qu'il y a une origine. Donc, le rattachement à la personne serait l'origine, mais le scanner de quelqu'un, c'est quand même une image qui a été faite, produite, qui coûte de l'argent, et la valeur du scanner, elle est distribuée dans la et donc ça pose un problème de distribution extrêmement complexe, sachant que, comme il a été dit déjà, souvent la valeur est recombinée à l'intérieur d'ensemble d'agrégats, c'est l'agrégat qui fait la valeur, et là encore, on a une dissolution, enfin en tout cas une difficulté de suivi et de rapporter l'élément infinitésimal de l'agrégat a une valeur propre. Mais peut-être à la limite, si c'est possible, pourquoi ne pas l'envisager? Simplement, la question de l'agrégat, elle pose aussi le problème de la dissolution du lien avec la personne d'origine, puisque l'idée du big data et d'un certain nombre de choses, c'est de créer des masses, et c'est pas forcément de revenir à l'individu en tant que personne. Il faut distinguer les logiques de profilage des logiques big data. Les logiques de profilage, on se rend bien compte qu'on est l'objet final de la collecte, mais dans le big data, c'est tout autre chose qui se joue. Donc le service, on a les mêmes discussions au Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, on est en train de discuter sur data et droit d'auteur. Puisque précisément la question aujourd'hui, c'est que la valeur de la data est en train d'échapper aux titulaires des œuvres. Quand on parle de text and data mining, finalement, ce qui est miné, c'est de l'infra-œuvre, c'est pas vraiment du droit d'auteur, ça passe en dessous. Est-ce que pour autant les titulaires de droit doivent être écartés de la valeur produite par le text and data mining? Le problème qu'on a, c'est que quand on discute avec les titulaires qui évidemment veulent avoir le contrôle, on comprend bien pourquoi, on leur dit mais est-ce que vous êtes capable de chaîner le résultat, l'extraction du text and data mining dans le service qui va être produit à partir de cette text and data mining? Et ils ne savent pas le faire. Donc la blockchain pourrait faire des miracles de ce point de vue-là. Mais d'abord, la blockchain, c'est une solution qui est très coûteuse d'un point de vue énergétique. Il va falloir quand même en parler.
parler, c'est pas tout à fait la panacée. Ensuite, c'est plutôt un système de preuve qu'un système qui permettra de chaîner les éléments de la valeur. Encore une fois, parce qu'on va arriver à un service. L'information d'origine, elle sera décorrélée de vous déjà, premièrement, et ensuite elle va produire une valeur très intéressante, mais qui sera totalement éloignée de la valeur d'origine. Donc, quelle est ma légitimité à moi de prétendre partager cette valeur C'est comme l'exemple de Freeman avec le crayon, qui dit regardez ce crayon que je vends, il est fait avec de la gomme qui vient du Venezuela, avec un arbre qui vient du Canada, etc. Et donc c'est pareil, il a bien fallu chaîner la valeur, pour prendre le terme de tous les composants du crayon, qui ont même des coûts absolument infinitésimaux. Oui, mais il y a parce qu'on peut mettre un prix à tous ces ingrédients, qu'à la fin, il y a un agrégat qui s'appelle le crayon. Mais là, je parle même plus du crayon, je parle de la page qui est écrite avec le crayon, c'est-à-dire vraiment l'étape d'après. La valeur, c'est l'étape d'après. Oui, dans notre rapport, on a déjà décrit toute la chaîne. Et justement, chacun est rétribué en fonction de sa contribution. Évincer le citoyen qui est le premier générateur de l'or noir du XXIe siècle, c'est un peu dommage. Alors bien sûr, derrière, on a le courtier, le détaillant de la donnée, les FAI, les opérateurs et au final les GAFA, mais il faut que le citoyen soit réintégré dans cette chaîne de valeur. Et la chaîne de blocs, elle permet ça. Alors en effet, c'est une authentification. On aura un consentement figé à une exploitation catégorielle, comme on a décrit dans le rapport, avec une finalité précise. On est dans les clous du RGPD de la loi 78, on a une finalité précise qui est déclarée et on ne sort pas de cette finalité. Et on conserve le rôle de la CNIL comme sanction si la finalité pour l'exploitation consentie n'est pas effectuée. Donc tout ça est déjà intégré dans le système et ça peut vraiment complètement s'intégrer aujourd'hui, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas avoir de réticence sur ce que c'est que l'exploitation de la donnée, puisque ce système est complètement disproportionné et que nous, on est le dindon de la farce. Donc il faut quand même décorréler des peurs que nous avons et vraiment entrer dans l'économie de la donnée, parce que l'économie de la donnée, elle va se faire sur notre dos. Si on n'en prend pas la mesure, elle passera à côté de nous. Et ça ne sera pas simplement l'histoire de la France, ça sera l'histoire de l'Europe. Donc il faut qu'on réagisse et qu'on trouve un moyen pour justement donner une réponse. Et je pense que le droit de propriété est un des moyens. Mais bien sûr, il y a d'autres solutions. C'est vrai qu'on est dans une économie de partage, de collaboration et ainsi de suite. Donc il y a des contrats de licence d'exploitation qui sont tout à fait utiles. Il y a plein d'autres possibilités et on est là pour inventer peut-être un nouveau contrat qui sera intégré dans la chaîne. On parlera de la mise en œuvre plus en détail dans quelques minutes, mais vous avez évoqué la question que je voudrais vous faire évoquer, à savoir, vous avez dit, on est le dindon de la farce. Et moi, j'aimerais bien que vous tous là, vous reveniez sur cette idée-là, et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on est vraiment le dindon de la farce? Est-ce que le fait que Facebook, qui me permet de me connecter à mes amis, est vraiment en train de m'avoir, entre guillemets, parce que par ailleurs, ils sont en train de réussir à gagner leur vie grâce à ça. Est-ce que Google, de la même manière, est dans une relation de tricherie par rapport à moi, parce qu'ils réussissent à faire de l'argent avec mes recherches? Et de la même manière, vous évoquez, on est le dindon de la farce, je suppose par rapport au GAFA, mais il y a aussi le problème, si on a un droit de propriété sur nos données personnelles ou de la protection des données personnelles, vous évoquez au début, qui est des traitements étatiques, des traitements d'administration publique. Est-ce que ce droit, j'en ai besoin quand je vais à l'hôpital? Donc c'est ces questions-là que je voudrais vous poser. En fait, est-ce qu'on se pose vraiment la bonne question? Est-ce qu'il y a besoin de toute cette réflexion? Est-ce qu'il n'y a pas des traitements qui sont légitimes par nature? Je voudrais juste revenir sur la réflexion qui a été faite par Jean-Ici tout à l'heure, qui est toujours dans cette dualité protection-propriété, donc on est dans le sujet, dans la question 2, qui est de dire il y a quelque
quelque chose d'assez paradoxal à considérer que la liberté, c'est la possibilité d'aliéner. Et vous avez dit tout à l'heure, je peux vendre mes données, je peux les donner, je peux racheter mes données. Et si le vendeur veut bien me les revendre. voilà, si le Non, vendeur il faut racheter la possibilité de les conserver. si le vendeur veut bien me la revendre. En service. Et donc on a là ici quelque chose qui est créé, une situation qui mime entre guillemets la propriété privée avec l'exclusivité, sachant qu'en fait ce qui importe c'est finalement pas l'exclusivité, très 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 rarement la donnée importe par son exclusivité. Ce qui importe c'est le flux, c'est les flux et c'est les volumes. Donc là on a quelque chose qui se calque sur une espèce de contrôle individuel de la personne à travers un mécanisme d'exclusivité et qui du coup suppose un arsenal de mise en œuvre derrière extrêmement sophistiqué pour mettre les étages qui vont avec, pour créer les conditions d'échange, alors que ça me paraît... est-ce que le coût de l'enclosure n'est pas en disproportion avec la réalité du gain social, et je parle d'un gain social. Et là, je raccroche, c'est-à-dire il y a le gain individuel, mais il y a aussi le gain de la société. Parce que là, on parle des GAFAM, il n'y a pas que les GAFAM qui utilisent des données, il y a plein de gens qui utilisent des données. Il y a l'État, il y a des petites startups super bien, et qui, elles, est-ce qu'elles vont pouvoir supporter le coût financier de cette mise en œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque en créant cette possibilité de patrimonialisation d'un tarissement des flux pour des personnes qui ne seront pas, et qui sont évidemment les jeunes innovateurs et qui n'auront pas les moyens de rivaliser avec les gros qui, eux, le cas échéant, pourront payer la dîme, l'octroi pour pouvoir se permettre les choses. Donc on a aussi un vrai problème de marché ici et un problème de légitimité du pacte social, entre guillemets, derrière, qui est que les données nous servent dans nos mobilités numériques et quelles sont la contrepartie de ces mobilités numériques. Est-ce que c'était dans le champ? Complètement, à mon avis. Je dirais sur les innovateurs versus les monopoles, sentais d'ailleurs que le terme de monopole soit approprié pour les GAFAM, parce que c'est quand même des réflexions intéressantes pour voir la concurrence, vous voyez que c'est quand même ça reste des monopoles contestables, ce n'est pas de l'infrastructure physique, enfin, passant. Moi je pense que c'est aujourd'hui, la question se pose gravement avec le RGPD. Je pense que c'est aujourd'hui que là pour le coup, se mettre en conformité au droit quand on est une énorme entreprise, c'est facile. Quand on est une start-up, respecter le RGPD, c'est beaucoup plus complexe. C'est qu'il y a des services publics qui accompagnent. Voilà, j'en suis sûr qu'on a fait des services publics pour ça, mais alors que si vous voulez, quelque part, si on ne fait pas la propriété, on va rajouter des strates type RGPD 2, RGPD 3 en disant il y a encore plus de droits, il y a encore plus d'obligations, etc. Alors que quelque part, quand vous avez une relation contractuelle, dans le respect des termes du contrat qui peut être vérifié par le juge, ensuite vous faites de ces données l'exploitation que bon vous semble. Et donc je pense qu'au contraire, aujourd'hui, d'ailleurs les boîtes auxquelles on parle, c'est l'objet d'un troisième rapport, je suis désolé de faire l'impact sur les entreprises secteur par secteur, j'essaie d'identifier ça. Je pense qu'il y a effectivement des entreprises pour lesquelles ça pose un problème, qui sont essentiellement des entreprises des marchés d'IFAS, celles qui jouent sur le retargeting. Mais que sur d'autres, au contraire, ça peut être un avantage, parce qu'une fois qu'ils ont acheté la donnée, on ne la cède pas forcément pour toujours, on ne cède pas son nom, enfin qu'il y a une cession de data, dans le respect des termes du contrat, encore une fois, ensuite ils en font absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent aussi demander, à l'inverse, à l'utilisateur de produire de la donnée de qualité. On a des conversations avec des gens de la Green Tech, qui demandent aux agriculteurs, qui rémunèrent les agriculteurs pour leur data, en leur disant mais vous allez produire n'importe quelle data, vous allez faire attention à ce que vous produisez et à ce que vous nous envoyez, parce qu'aujourd'hui, donc ça peut être tout à fait à l'avantage des entreprises de permettre justement de mieux qualifier les datas qu'elles reçoivent. Ensuite, sur le gain social et l'open data, parce que c'est la question de l'open data, attention tout de même, parce que moi je vais bientôt me rendre à la ville de Hangzhou en Chine, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est là qu'Alibaba essaye d'organiser ce qu'il appelle le City Brain. City Brain, c'est une espèce d'énorme big data. Les citoyens sont, si j'ai bien compris, c'est pour ça que j'y vais pour voir, obligés d'être constamment connectés. Et donc on optimise leurs déplacements, leur santé, leurs relations presque intimes en temps réel.
Du coup, au bout de 2 ans d'expérimentation, effectivement, il y a moins de criminalité, les gens sont en meilleure santé, il y a moins de pollution. Bref, de point de vue purement utilitariste, c'est bon pour le bonheur collectif. Et quelque part, ce raisonnement ne s'arrête jamais. Il n'y a pas une seule data, il y a des data d'énergie, hein, donc là, on a déjà Linky qui les traite pour nous, mais toute data peut être considérée comme avoir une externalité positive pour l'ensemble du groupe. Comme souvent, hein. Et donc ces débats qu'on a déjà eu beaucoup souvent dans l'histoire sur ce qui doit être de la propriété, ce qui doit être de l'intérêt général, on le voit ressurgir sur les datas, et c'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui on a une offensive assez forte, y compris en droit, pour émonder le droit de propriété. Et c'est évidemment une balance à tenir, mais je mets en garde contre l'idée de faire de gain social le premier paramètre de jugement sur la data, parce que sinon vous finissez dans une situation à la chinoise où il n'y a plus du tout de données personnelles, on les agrège, parce que ça sera mieux pour le groupe. Si la question est, j'ai le droit de conduire une voiture déconnectée dans un monde de voitures autonomes alors que je crée un risque d'accident pour le reste, pour la vie. Donc je pense que le coût de l'enclosure, il existe, mais que quelque part, je me demande si la société dans son ensemble ne peut pas assumer d'être sous-optimale, de créer un peu de malheur, finalement, parce que la liberté, c'est aussi du malheur, et que d'assumer ce coût-là, plutôt que de gérer un bien-être qui sera finalement extrêmement oppressif, et au nom de la liberté, de créer ce coût. Et d'ailleurs, je conclus en disant que c'est pas hasard si celui qui a dénoncé le scandale de Cambridge Analytica ou Italy Kaiser, qui lui est un activiste culturel, c'est pas quelqu'un qui fait pour le commerce ou rien, et ben c'est cette même personne qui a publié il y a 2 mois une tribune dans le FT, plaidant exactement comme on l'a fait de manière très très claire pour des ownership rights sur les datas, comme il y en a sur les voitures, comme il y en a sur les maisons, pour reprendre sa tribune qui est très simple, très claire. Et donc on voit bien que quand on essaye de lutter contre, disons, la manipulation, ou même si elle est pensée pour le bien commun, que produit la data et l'intelligence artificielle, on retombe sur cette question de patrimonialité. Oui, alors, on y retombe sur le chemin qu'on prend, en effet, parce que, à la base, en effet, donc ça avait été dit, et c'est juste, il y a un déséquilibre économique à 2 égards. Vous avez des modèles économiques qui sont bâtis sur le moissonnage massif de données. Je collecte plein de données. Ensuite, j'ai des prestations de services à valeur ajoutée sur ces données. Je ne les collecte pas passivement, j'en fais quelque chose. Je les combine, je les croise, j'en affaire des profils, etc. Donc, et après, à partir de ça, vous avez un double déséquilibre économique. D'abord par rapport aux personnes dont les données sont collectées, d'où cette question sur laquelle il y a face, et par rapport aux nouveaux entrants qui veulent arriver. Et ça a été évoqué tout à l'heure, sur les startups ou sur toute entreprise qui a mis de vouloir faire les choses très très proprement sur un marché, mais qui se heurte, le cas échéant, à des barrières. Donc vous avez en effet ces deux déséquilibres. Alors par rapport à ça, il y a des réponses. Il y a le respect des règles, parce que là je vais rebondir sur Cambridge Analytica. Vous dites celui qui l'a dénoncé a proposé des ownership rights. Oui, mais il y a aussi une réponse en 2017 de la CNIL sur Facebook par exemple, qui a condamné la pratique du cookie data qui consistait à tracer des tiers qui n'étaient même pas membres du réseau social Facebook, parce qu'ils étaient sur une page où il y avait le F. Bon. Oui. Et donc ça, ce type de pratique, alors c'est pas exactement le mécanisme de Cambridge Analytica, mais en tout cas l'embarquement inconscient de gens dans ce dialoguer, il y a des réponses qui ont été apportées par des institutions qui ne promeuvent pas les ownership rights. Donc, ça pour dire, tout dépend du chemin qu'on prend. Donc après, moi je voulais venir à la logique de protection pour dire quelque chose. Il ne s'agit pas de protéger l'individu contre lui-même. Parce que quand on parle avec le RGPD, on parle beaucoup de responsabilisation. Responsabilisation des responsables de traitement, qui doivent collecter proprement, informer, exercer les droits des personnes, etc. Et par rapport à la complexité considérable, je reconnais évidemment du RGPD, je l'ai dit sur une boutade, mais c'est très vrai, j'y crois très profondément, il se appelle les services publics, qui sont en effet pour permettre à des acteurs économiques ou administratifs, parce qu'on parle beaucoup des administrations qui ont autant de mal que le secteur privé à faire face au RGPD et à la directive de justice, ben, il y a un service public, voilà, qui est là pour réduire la symétrie et assurer l'égalité devant la règle de droit. Alors évidemment, vous faites des droits complexes et après vous mettez en place des institutions pour permettre aux gens de s'en saisir. Mais qui simplifient les choses. On réduit la complexité du classroom et socio également. On a fait la raison d'être des services pour la régie. Et non, justement, la charge de la complexité ne doit pas reposer sur l'opérateur, sur l'usager. Donc ça c'est beau d'un service public.
Ensuite, on parle de responsabilisation de tout le traitement, mais il faut aussi parler de responsabilisation des individus eux-mêmes. Il ne s'agit pas de dire on va les protéger contre eux-mêmes, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'a donné la loi informatique et liberté ou le RGPD? C'est le pouvoir d'action. Elle dit voilà vos droits, vous pouvez vous en saisir, vous pouvez ne pas vous en saisir. Mais vous pouvez vous en saisir. Et en effet, il faut voir les choses très globalement. Quand on a du droit, pour qu'il s'applique, il y a trois choses. Il faut que le droit existe, sur le papier, entre guillemets. Hein. Voilà, ça c'est évident. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait une conscience que le droit existe et une capacité de s'en servir. C'est pour ça qu'après, il fait beaucoup d'éducation numérique. Voilà, chers citoyens ou chers opérateurs, comment vous pouvez vous saisir de vos droits. Et puis, il y a la prise en compte du contexte. C'est pour ça que, par exemple, on souhaite travailler, nous, à l'APIC, sur le design d'interaction, c'est-à-dire sur la manière dont, lorsqu'on vous informe, lorsqu'on vous propose d'exercer vos droits sur une appli, sur une interface, selon l'ergonomie, évidemment, et le design de cette interaction, on peut faire les choses plus ou moins honnêtement. Donc, il faut avoir tout ce contexte, mais en tout cas, éduquer, former, monter en maturité pour que ces pouvoirs d'action soient réels. Alors, deuxième chose, et je m'arrête là, c'est... ça a été dit, il y a une dimension sociale très forte dans tout ce qu'on dit. Alors je ne parle même pas de la problématique très importante qui montre aussi les limites de la notion d'approche par la donnée à caractère personnel, qui est qu'au bout d'un moment, ce qu'Antoine Trouvois a appelé le gouvernement algorithmique, c'est plus la donnée personnelle. Quand on fait du big data, on arrive à des solutions complètement agrégées, mais qui vont gouverner nos vies privées. Et c'est pour ça qu'il faut élargir, quand on parle de données personnelles, à une approche éthique et globale, évidemment, de ce qu'on en fait. Mais la réponse de la propriété, elle a des vertus méthodologiques, vous posez aussi des bonnes questions, je le reconnais, mais elle est très individualiste face à un problème éminemment collectif. C'est-à-dire, on raisonne en termes de biens, alors que la donnée personnelle, ça a été dit, c'est avant tout le concentré de relations. C'est le concentré de relations. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'approche individuelle. Comme vous dites, il ne faut pas que la première réponse soit la réponse collective. Mais bien entendu, la première réponse, elle est individuelle. Mais il ne faut pas non plus oublier la dimension collective. Alors comment on répond collectivement à tout ça? Il y a la régulation, c'est une réponse. Vous avez parlé du juge. Pourtant, d'origine, moi je suis un juge. Mais ça ne doit pas être la première réponse. Le juge, c'est en dernier. Le juge, c'est en dernier. C'est le garde-fou. D'abord, c'est aux personnes. Ensuite, c'est aux opérateurs responsables. Ensuite, c'est aux régulateurs éventuellement. Puis au juge en dernier. Le juge doit venir en dernier. Surtout pas en dernier. Voilà. Mais donc, il y a des réponses collectives. La taxation et l'imposition, il ne faut pas seulement les socialistes ou communistes, on ne parle pas de politique aujourd'hui. Il y a des gens extrêmement libéraux qui proposent des impôts quand ils externalités, évidemment, à intérioriser. Donc, il y a des réponses collectives, et c'est vrai que le droit de propriété, c'est une réponse individuelle à un problème qui est le problème d'un tissu, qui est un problème collectif. Qui est compliqué sur des flux, voilà. Il y a cette difficulté du flux. Parce que la valeur de la donnée tient à sa fluidité aussi. Et on a parlé tout à l'heure du droit moral, enfin, du droit de propriété intellectuelle. D'une part, la cible des exploitations est beaucoup plus identifiable, mais si on parle du droit moral, par exemple, on a cette capacité de garder et de retenir en même temps. Et ce qui est dangereux dans la propriété classique purement patrimoniale, c'est qu'on a cet abandon qui est lié au premier flux. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les auteurs, ils ont un droit patrimonial, mais ils sont obligés de consentir parce que sinon il n'y a pas d'exploitation derrière, ils n'auront pas d'accès au service dans ce cas et ils ont abandonné irrévocablement la possibilité de revendiquer leur droit de propriété intellectuelle, pourtant très fort, très, très ardemment défendu par les juges, etc., parce que la cession les en aura dépossédés. Le seul recours qu'ils auront, c'est un droit inaliénable qui est le droit moral et qui leur permettra de garder un minimum de contrôle sur les différentes destinations. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas... et ça n'empêcherait pas éventuellement une dimension marchande, mais ce n'est pas plutôt dans cette direction-là qui consiste à permettre le flux, parce qu'il faut permettre le flux, sinon on va agoniser cette économie avant même qu'elle n'existe. Il faut permettre le flux et il faut à la fois permettre aux gens de pouvoir retenir quelque chose lorsque cette chose leur fait des relief, et pourquoi pas envisager des termes d'échange, mais sans passer par cette figure de la propriété exclusive et par cette aliénation qui, par la cession, va déposséder la personne
de ces droits. C'est ça donc, qui me pose question sur la transposition du modèle classique à des données à caractère personnel, ou d'ailleurs à des données tout court. Mais je suis d'accord complètement, mais c'est vrai qu'il faut penser au flux et que la donnée, l'économie de la donnée, elle va exister grâce au flux. Mais tout ceci peut être fait lorsqu'on fait la distinction, et qu'on a déjà évoqué en propriété intellectuelle, entre l'objet et le support. Et le flux n'est qu'un support. Et on va avoir de plus en plus de différents supports. La tablette, la montre connectée, le vélo connecté, la sandale connectée. Donc tout ceci seront des supports qui vont permettre le flux de la donnée. Donc il faut vraiment que le citoyen soit propriétaire de l'objet et pas forcément du flux ou du support, mais il doit être rétribué parce qu'il consent à mettre une partie de sa donnée personnelle dans le flux. Et je pense que là, c'est ce qu'on a essayé d'écrire avec le contrat de licence et d'exploitation catégorielle et avec une finalité déterminée. Je vais te prendre un exemple vraiment très concret pour vous répondre. Celui de la voiture. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter une voiture, grosso modo, sans qu'elle soit connectée. Donc, à tout temps, en tout lieu, quelque chose sait, pas quelqu'un, mais quelque chose sait où vous êtes. Et ça, moi, même à titre, je dirais, philosophique, ça me gêne, indépendamment même de l'utilisation qu'on est faite. Et donc, ce que vous donne le RGPD, c'est un certain nombre de garde-fous pour dire, bon, alors, mais l'utilisation des données de géolocalisation qui auront été prélevées par Peugeot est garantie tel et tel aspect. D'abord, parce que vous rêvez un peu, dans la mesure où vous pouvez faire toute l'éducation que vous voulez, le citoyen lambda ne va jamais aller saisir le juge parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise utilisation de sa donnée, ça doit toujours être réservé à des activistes. Et je pense que la logique de propriété... Vous aimez beaucoup le juge, mais... Attendez, mais même, c'est une décentralisation de la protection. C'est à partir du moment où vous avez la possibilité de vous conclure les termes du contrat et que vous voyez la valeur qui y est attachée, chacun fait pour lui-même le choix de la protection, à quel niveau je décide d'être protégé ou pas. Et donc, dans le cas de la voiture, chacun va pouvoir négocier lors de l'achat de la voiture. Bon, bah écoutez, moi je l'achète 20 000 €, mais je cède toutes les données et ça ne me dérange pas du tout que Peugeot sache où je suis, à quelle vitesse je freine et si je suis un bon conducteur. Ou bien, non, je récupère toutes ces données-là, je n'ai pour des raisons personnelles aucune envie que ça se propage. Et donc, évidemment, la voiture me coûtera un peu plus cher parce que la voiture elle est décotée en fait aujourd'hui virtuellement en fonction du profit que Peugeot fait des data qu'il récolte. Et donc ça c'est très concret et ça peut être pareil sur tous les objets. Il y a eu une affaire de vibromasseur récemment qui est un objet connecté et la personne qui l'utilisait s'est aperçue que ces données partaient à la compagnie qui faisait les vibromasseurs et évidemment ça mettait en cause toutes sortes de choses très sensibles. Encore une fois, dans l'approche RGPD, c'est quelqu'un qui va s'en apercevoir et qui va aller demander à la compagnie, mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit de faire ceci, cela, mais il faudra, ça demande un effort considérable et une conscience considérable, alors que dans le champ de la propriété, vous pourrez à l'achat de l'objet décider si oui ou non ces données, vous souhaitez qu'elles soient partagées et à quel prix. Donc ça, pour avoir un peu plus de confiance dans l'homme et dans sa capacité capacité à se poser les bonnes questions sans contrepartie financière. Ben, je pense que d'abord, ça matérialise et que ça matérialise les enjeux. Que ensuite ça permet l'établissement de contrats, et c'est pour ça que je pense que l'homme, et j'ai confiance en l'homme, parce que je pense qu'il est capable de décider pour lui-même du terme d'un contrat et de négocier éventuellement. Et effectivement, pour terminer sur un aspect plus théorique, je pense que effectivement c'est une logique individualiste, mais que, vous savez, à la fin de son livre là, sur Homo Deus, Harari conclut sur le dataïsme. Pour lui, le dataïsme, c'est-à-dire l'envahissement des datas dans tous les champs de la vie, c'est la fin de l'individu. Fin conceptuelle de l'individu, des droits de l'homme et de tout ce qui est attaché. Que finalement, les individus ne sont plus sur des réseaux qui, eux, deviendront la substance même du monde, de la connaissance. Les individus n'en seront plus que des sortes d'émanations provisoires et n'auront plus d'intérêt ni de droit en eux-mêmes. Et quelque part, c'est aussi parce que si on est libéral, on croit à l'individu et qu'on pense que l'individu est une construction sociale, mais qu'il faut poursuivre dans cette voie, il faut lui redonner les droits et un pouvoir aussi d'exclure. Certes, ce sont des biens non rivaux, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas essayer d'exclure, pour reconstituer aussi moralement quelque chose comme un individu, dans un monde où la data est prévalente. Alors, il faudrait associer ça à un sérieux arsenal de droits de la consommation, parce que oui, bien sûr.
parce que la capacité de négocier avec des gens en disant je ne vais pas acheter cette voiture connectée, déjà ça nécessite d'être riche, parce que ça veut dire qu'en fait je paye pour ne pas être épié, donc ça c'est Bien une sûr, première parce qu'on disait au début, c'est arbitrage de et ensuite, la possibilité ou non qui m'est offerte par le marchand d'avoir ces différentes options, ce qui n'est pas du tout évident. Les expérimentations qui ont été faites sur le consentement à payer pour avoir davantage de privacy, pour l'instant, elles sont catastrophiques. Et pourtant, sur des expériences, les passes Navigo, ça n'a pas marché. Personne n'a voulu acheter la carte, le pass Navigo, qui ne vous permettait pas de le tracer. Modulo, pourtant, un prix qui était assez peu élevé. Et donc, déjà, la conscience, il y a un vrai travail d'éducation. Et ce travail d'éducation, il est effectivement aussi important pour la mise en œuvre du RGPD que pour éduquer le citoyen à être en capacité de comprendre les enjeux de cette négociation. Je pense que c'est vraiment, on est loin. Moi, il me semble que, bien sûr, moi aussi, je pense que les gens sont intelligents et j'aime les individus, et j'aime l'idée de l'individu, mais pour le moment, ce que je vois apparaître des pratiques, c'est véritablement extrêmement éloigné de cette responsabilité individuelle et de ce pouvoir de négociation. Et ce qu'il y a en face, les acteurs qui sont en face, ne sont pas prêts non plus à rentrer dans une granularité de choix qui permettrait aux gens de dire ah bah oui, peut-être là, maintenant, mais pas plus tard, et bientôt je recommence, etc. Donc, il y a It's a long way to China. Peut-être pas sous China, parce qu'il y a Bon, je ne vais pas revenir sur le 19e siècle entre le faible et le fort, le contrat, la loi, etc. Voilà, mais justement, comme vous êtes habitué, je ne le dis pas, mais le contrat, s'il doit servir à matérialiser le moment où on va se poser les bonnes questions, encore une fois, il y a d'autres manières de le faire, ça s'appelle le droit à l'information, qui n'est pas un droit seulement pour la personne, c'est une obligation pour assurer le traitement, et encore une fois, il faut... Ce n'est pas incompatible, mais il y a déjà une solution. Et encore une fois, le problème dans le droit de propriété appliqué à la donnée, c'est qu'il répond à certaines questions, mais comme d'autres législations, d'autres solutions juridiques qui répondent, mais avec un coût qui est, comme in fine, au bout d'un moment, la dépossession de la donnée. Deuxième chose, le contrat, c'est quelque chose qui suppose qu'il y a un pouvoir de négociation, un pouvoir de négociation, c'est un contrat d'adhésion. La proposition de la propriété qui laisse l'individu seul. Alors, je vais revenir un peu à la gestion collective. Mais si on laisse l'individu seul, il y a des équilibres inouïs, ça fait peur. Je vais être très franc avec vous, ça me fait très peur. Alors vous invoquez en effet des solutions de gestion collective. Oui. Mais là, vous créez un nouvel intermédiaire avec lequel il va falloir négocier. Vous aurez la négociation avec l'intermédiaire qui même négociera avec la plateforme. Donc encore une fois, ce problème n'est pas complètement insoluble. Mais c'est compliqué, alors qu'il y a des solutions qui existent. Ces solutions doivent être prises en main, et alors là je vous rejoins complètement. Quand je parle du design d'interaction, s'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, parce qu'on a bien conscience qu'il ne suffit pas qu'il y ait sur une page les informations nécessaires. Il faut qu'on voit comment c'est rédigé, comment c'est présenté. On a publié récemment sur notre site justement des conseils pratiques sur la manière de faire de l'information utile. Juste pas cocher la case pour l'information, informer vraiment, authentiquement. Voilà. Et en effet, il faut y travailler. Donc il ne s'agit pas de créer qu'un droit, de le rendre effectif. Ça c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, reporter au niveau de l'individu un pouvoir de négociation qui, par avance, est affreusement déséquilibré, c'est quelque chose qui pose question. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le droit de propriété, c'est que justement, ça lie les deux, c'est-à-dire qu'il y a le droit et il y a le chiffre, puisqu'on a un droit à une rémunération. Et le droit sans coercition n'est pas efficace, et on l'a vu. Donc là, dans le RGPD, il y a des sanctions de 2 à 4% du chiffre d'affaires global mondial. Donc on a mis du chiffre pour avoir une coercition sur le droit. Nous, c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on veut une rétribution sur un droit qui est le droit de consentir ou de ne pas consentir. Et ce n'est pas forcément de l'aliénation, ce n'est pas forcément la vente, ça peut être la location, puisqu'on est dans une économie de partage. Et on choisit, donc c'est un retour à la liberté et au choix de l'individu. Bien sûr, c'est une théorie individualiste, d'accord, mais de façon, après, la société, c'est une somme d'individus, et c'est comme ça qu'on pourra retrouver le pouvoir.
en ayant cette possibilité de choix avec une coercition qui sera la rétribution aux citoyens. Le droit sans le chiffre, eh bien, il n'est pas efficace. Et on le voit, que ça soit dans la contrefaçon, que ça soit bien sûr dans le droit d'auteur, et ainsi de suite. Donc il faut aller vers cette alliance du droit et du chiffre, et c'est pourquoi on dit, oui, le droit de la propriété est peut-être un des meilleurs outils qu'on connaisse jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dans la propriété intellectuelle, lorsqu'il y a des exploitations de masse, on se rend compte que le droit exclusif individuel a peine à pouvoir répondre à l'enjeu. Et le droit s'est départi un petit peu de cette figure tutélaire pour aller davantage sur des mécanismes collectifs de droit à rémunération, par exemple pour la radiodiffusion des phonogrammes. Il y a des masses, il y a des masses de titres, il y a énormément d'ayants droit qui sont impliqués, les diffusions sont importantes et sont globales. Et là, on est passé du modèle de droit exclusif au modèle de droit à rémunération. Alors, sous le chapitre de la propriété intellectuelle, à nouveau, il y a des figures, entre guillemets, qui permettent d'obtenir un optimum, parce que c'est ça qu'on cherche finalement, et qui ne passe plus par la propriété en tant que possibilité d'exclure, mais par des figures de droit à rémunération plus idoines pour des traitements de masse. Oui, j'ai l'impression qu'on tend en fait, à deux idées qui sont peut-être parallèles. La première, c'est une idée de garder le contrôle en fait, sur les utilisations, et surtout les utilisations ultérieures de la donnée. Et l'autre, qui est vraiment une logique en fait, de rémunération. C'est le deux. Et donc, est-ce que, enfin, une question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi cette rémunération? L'idée de contrôle sur la partie ultérieure d'acte, je peux comprendre, et on a peut-être déjà des solutions, des réponses. On en a même abordé de nouvelles avec une idée de droit moral sur les données. L'idée de la rémunération, enfin la question de la rémunération, je trouve que c'est une question différente. Vous n'avez pas encore abordé. Si, quand même. J'ai fait tout un développement que je ne vais pas refaire sur le fait que. On l'a bien entendu. Précisément, les rapports de force étaient aussi économiques et que pour avoir une maîtrise, il faut avoir la possibilité de créer un marché parce que c'est ça qui vous donne les instruments, y compris économiques, de déplacer les oligopoles, de faire de l'innovation. J'ai quand même dit que précisément ce droit de propriété, n'appelait pas seulement la rémunération, mais la possibilité à l'inverse de ne pas se mettre dans le marché. Et puis il y avait dedans les usus, abusus, toutes sortes de choses que l'INI fait par ailleurs. Et finalement, puisque le droit de propriété les fait tout ensemble, pourquoi ne pas l'utiliser plutôt que de reconstituer leur petit bout. Et que deuxièmement, y compris dans la rémunération, la création d'un marché est quelque chose d'émancipateur, comme l'a montré Laurence Fontaine d'ailleurs, sur d'autres sujets, les marchés de fruits et légumes dans les provinces du voyage, mon développement là-dessus que je vais vous épargner. C'est pas juste toucher de l'argent, c'est mettre en place des relations économiques où tout d'un coup les rapports de pouvoir changent au bénéfice de ceux qui innovent, des petits, des disrupteurs et compagnie. Et en plus, le big data et la chaîne de blocs permet de faire ce calcul-là, c'est-à-dire qu'on va donner une force de calcul avec le volume de data que le citoyen individuel ne peut pas faire. Mais donc on utilise cet outil de masse pour justement rendre un service aux citoyens, puisqu'on pourra calculer très rapidement en temps très, très court un volume de données impressionnant. Donc d'où l'idée d'un micro-paiement. Mais puisque chaque personne aura au moins 15 objets connectés, on aura des millions de data, et donc ce micro-paiement il va se multiplier. Et c'est pas complètement irréel. Bon, alors, comme Gaspard doit partir. Merci, j'étais discret. C'est pas une fuite, il nous avait annoncé ça dès le départ. De toute façon, on arrive à la fin de la conférence. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, une ou deux du coup? Bonjour, Javert, je suis managing directeur de l'Université de Paris, déléguée à la protection des données de l'association STC. Qui s'appelle comment 31 TC, diplômé. Déjà, merci pour cet échange qui est très riche. Voilà tout ce que vous avez abordé. Moi, je l'ai vu, il y a effectivement beaucoup de startups aux États-Unis qui proposent déjà de l'allocation de données personnelles, qui proposent déjà de l'achat de données, etc., avec la blockchain ou non. Ma question est, même si on va vraiment sur ce modèle de patrimonialisation des données, je vais y arriver, et notamment avec le mouvement aux États-Unis My 31, donc d'avoir un 31e droit à la déclaration des droits d'homme, donc le droit à la propriété de la data. Quel est votre point de vue à tous par rapport à la réglementation e-privacy qui arrive
notamment avec le fait que, voilà, on pense à la mort du cookie et le fait que par design, les navigateurs ou les systèmes d'exploitation ne pourront plus potentiellement traquer en fonction du consentement de l'utilisateur dès le départ de cette installation, en supposant que ça passe. Ce qui du coup risquerait de effectivement peut-être casser cette économie de tracking sur Internet. Voilà, je voulais avoir votre avis sur justement e-privacy et l'économie de la data. Je ne connais pas bien, hein, mais spontanément, je peux opposer à ça, parce que précisément, la patrimonialité vous permet de. Il y a des gens qui sont très contents d'être traqués. Les cookies, ça a d'ailleurs une utilité. Même sur le site de Figaro, vous avez des cookies, parce que comme ça, quand vous vous reconnectez, vous n'avez pas à redonner vos identifiants si vous êtes abonné. Bon, enfin, je ne connais pas le détail de privacy, mais ce que je veux dire, c'est que c'est précisément pour éviter, il me semble, hein, d'empiler des droits et des droits et des droits et des droits, que la patrimonialité vous permet de choisir par vous-même, quelque part, le niveau de protection que vous souhaitez. Si vous n'avez rien à faire de la privacy, que vous considérez que la vie privée c'est du passé, comme Zuckerberg qui lui-même se construit des maisons avec des murs de 3 mètres, à ce moment-là, vous pouvez tranquillement abandonner et puis être rémunéré à plein. Alors, plus vous donnez des droits, évidemment, plus ensuite vous soustrayez au marché des choses qui y étaient auparavant. Donc c'est cette combinaison entre droit de la personne et droit patrimonial que vous trouvez la limite. Plus vous allez vers le droit de la personne, plus vous allez être procédural, plus vous allez bouffer le marché, plus vous allez vers le droit de la patrimonialité, plus vous allez donner aux gens la possibilité de faire ce choix pour eux-mêmes, semble-t-il. Mais la liberté de choix, elle existe sans la propriété. Et justement, sans la propriété, la liberté de choix, elle ne disparaît pas. Puisque vous pouvez toujours revenir sur votre choix initial quand vous n'avez pas cédé une propriété. Donc, moi, je suis très attaché, comme vous, au choix. Vous savez, alors, le consentement, c'est un des fondements parmi nous du traitement de données. Hein. Il y a l'intérêt légitime, il y a l'intérêt public, il y a d'autres fondements. Donc, mais lorsqu'il y a consentement, donc dans les cas où il y a consentement, le choix, il existe même sans contrat. Il doit exister. Aujourd'hui, le consentement, il est léonin. Le consentement, aujourd'hui, est léonin. Il y a des terms and conditions que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas négocier, que vous ne pouvez pas contester, que vous ne pouvez pas comprendre. Je veux bien que vous fassiez des choses plus ergonomiques. Mais je pense que tant que vous n'aurez pas changé de paradigme, vous serez toujours dans une situation léonine et pour le coup, vous dépossédez, enfin, dire que vous et moi, on clique des terms and conditions, même si on est très sensible, très éduqué, tous les jours sans les avoir lus. Alors moi, je vous conseille, si vous ne les avez pas lus, de ne pas les accepter. Voilà, c'est juste pas possible. Bien entendu, mais sur la question de la liberté du choix, c'est une question cruciale. Et c'est d'ailleurs aussi une question qui est une question du droit de la consommation, c'est une question aussi une question du droit de la concurrence. C'est pour ça que nous, à l'Active, on croit beaucoup à l'interrégulation. Parce qu'on pense que le droit de la protection des données personnelles n'a pas à lui seul la clé de tous les problèmes que l'on décrit aujourd'hui. Et que c'est en combinaison l'approche de la consommation, de la concurrence, de la protection des données, et d'autres, voilà, que l'on peut atteindre votre objectif finalement, qui est le même que le nôtre. C'est que l'individu ait un choix authentique, qui ne soit pas le dindon de la farce. Parce que donc, je vais juste renverser les fronts 2 secondes et vous demander pourquoi vous êtes opposé à ce que les gens touchent de l'argent plutôt que les GAFA sur la valeur qu'ils produisent aujourd'hui. Pourquoi ça vous pose problème, ça? Ça nous pose. Mais déjà, ça nous pose. Renversons la charge de la preuve juste 2 secondes. Ah, vous savez, c'est une dialectique, la preuve, hein, voilà, notamment au droit administratif, que je connais mieux que le droit civil. Il n'y a pas de charge, hein, il y a une dialectique de la preuve. Votre système est cohérent, tel que vous le décrivez, puisqu'il y a en effet la rémunération qui va avec un droit de propriété. Ce que moi je dis, c'est que le droit de propriété implique la possibilité de se déposséder de manière définitive, irrévocable, parce qu'on peut racheter, si l'autre veut revendre. Bon. Et que donc la rémunération en contrepartie ne vaut pas la chandelle d'une telle dépossession sur des choses qui ont en plus du mal à périmétrer, qui embarquent des tiers. Et si je suis forcé de l'utiliser, vous ne serez pas versé, vous pourrez toujours considérer que je préfère ne pas utiliser ce service. Et c'est aujourd'hui que vous êtes forcé au contraire de vous déposséder de tout en signant des terms and conditions que vous ne comprenez pas et qui vous transmettent vos données à des tiers, comme dans le cas de Cambridge Analytica, qui était quelque chose de légal. Qui était légal. C'était légal, c'était le scandale, c'est que c'était légal en fait. Puisqu'on avait c'était certainement pas légal. Non, mais sur le fait que l'utilisateur admet, on va pas prendre ce débat-là, mais l'utilisateur admet, en tout cas, en termes de conditions de Facebook, que ces données peuvent être utilisées par des tiers à fin de recherche. Le débat aujourd'hui, c'est ce que c'était légal ou pas, mais le fait même qu'il y ait ce débat montre que j'ai une petite idée de la réponse à ce débat. Mais la fragilité vient du consentement. La fragilité vient du consentement dans les 2 cas de figure. Oui, mais tu préfères un consentement. C'est pour ça que le consentement, c'est pas la clé
du RGPD. Bien sûr. Si vous êtes dans une logique d'intérêt légitime, par exemple, donc à la limite, vous pouvez dire, sans vérifier si vous pouvez dire, la balance d'intérêt légitime est de toute façon déséquilibrée, ce traitement est impossible. Je veux dire, le consentement n'est pas toujours la solution la plus protectrice, et heureusement, ce n'est pas la base légale universelle du traitement de données Vous pouvez personnelles. expliquer pourquoi vous refusez. Mais on peut Comme vous très n'aimez bien pas le fait envisager, que les gens aient plus d'argent. mais on peut envisager Non, pour le même l'économie. service. Alors que C'est vous bon êtes du tous coup de à cet dire- argent. Vous êtes tous à dire, voyez, attention à Mais ceux le qui fait n'ont pas assez de d'être moyens. protégé sur ces données personnelles n'empêche pas l'échange. Bien sûr. Pourquoi est-ce que ça empêcherait l'échange? Pourquoi ça Ah oui, empêcherait... non, mais c'est ce que je disais sur la couche des deux droits. Vous avez évidemment un droit de la personne, et plus vous mettez le curseur haut sur le droit de la personne, vous avez le droit de votre patrimonial, et puis ça va comme ça un peu en accordé, si je comprends bien. C'est-à-dire que plus vous donnez des droits, ces droits sont ensuite créés des situations effectivement inaliénables, et pas hors commerce. Vous ne pouvez pas mettre dans le commerce votre liberté d'expression, c'est une déclaration des droits, c'est un droit universel. Voilà. Plus la CNIL donne de droits, plus elle restreint le champ possible du commerce. Mais déjà, il faudrait accepter. C'est pour ça d'ailleurs. Non, il y a des règles d'ordre Non, mais public, y compris dans le commerce. la présidente de la Cour ne cessait de dire, ne cessait d'opposer le droit de la personne au droit de la patrimonialité dans les débats qu'on avait. Elle disait, mais les deux sont parfaitement compatibles, c'est même la base de notre société. Vous avez les droits de la personne qui sont des choses que vous ne pouvez, des indisponibilités dont vous ne pouvez pas vous défaire, vous avez deux au-dessus de ça, des biens que vous pouvez échanger dans le respect de ces droits de la personne. Pourquoi il n'en serait pas de même des data? Il y a des droits collectifs, on a défini collectivement le droit à l'oubli, etc. Ok, ça c'est fermé. Ensuite, derrière ça, toutes les transactions qui peuvent s'opérer sur les data, il faut qu'on en récupère une partie de la valeur. Ça ne paraît pas aberrant. Non. Voilà, merci, c'est bon, c'est. Et la question, c'est est-ce que ça c'est la réponse. Est-ce que la récupération de cette valeur est au niveau individuel, donc un Oui. contrat qui va être déséquilibré? Est-ce que au niveau collectif? Est-ce qu'au niveau souverain, parce que la fiscalité n'est pas un gros mot, je veux dire, il y a plusieurs niveaux de Non, mais réponse. c'est fini, Sur ce les États retour. souverains, sur les data, Sur on ce est retour, dans bien des sûr. trucs qui sont globaux, c'est fini les États souverains. Je suis désolé, l'idée de taxer les GAFA pour redistribuer au sein d'un pays, etc., on est dans des échanges qui sont. Je crois que l'actualité tous les jours nous montre que la souveraineté est toujours l'actualité. Pas dans le. Oui. Je crois qu'on va applaudir.